Mesdames, Messieurs, bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, une autre émission dans laquelle j'invite un vétéran des Forces armées canadiennes à venir nous raconter son parcours. L'objectif du podcast, c'est d'humaniser ces hommes et ces femmes-là qui ont choisi le métier de soldat, qui est un métier souvent méconnu, mais aussi rempli de préjugés. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on accueille sur le plateau Frédéric Cameron, qui est mon invité, vétéran des Forces armées canadiennes, un ancien membre du 12e régiment blindé du Canada. Fred, Steven, bienvenue sur le plateau. merci de me recevoir. Merci. D'entrée de jeu, je veux juste dire aux gens de ne pas oublier de s'abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast Studio, où vous avez tous les épisodes intégraux et gratuits. Intégral ou intégraux. Vous me corrigerez aux commentaires. J'adore ça. Je ne suis pas un homme parfait. Et c'est ce qui est important, c'est de livrer tout ça avec authenticité. C'est ce qu'on fait au Soundcheck Podcast Studio. Donc, Frédéric Cameron, Fred, on va se tutoyer, on se connaît. C'est notre deuxième entrevue ensemble. Ouais. On n'a jamais servi ensemble. Non. Cependant, on s'est côtoyés dans les mêmes années en Afghanistan. Tu as servi en Afghanistan en 2008 et en 2010. On va y revenir plus tard. Mais j'ai envie, d'entrée de jeu, de te demander pourquoi tu as choisi la carrière de soldat. Ça m'impressionnait. Ça m'a toujours impressionné. Je t'en parlais la semaine passée, justement. On avait une terre à Saint-Raymond-de-Portneuf avec mes parents. Puis on était dans le secteur où les blindés légers, on s'entend, faisaient des activités. Puis à chaque été, on les voyait passer dans le rang. Puis moi, depuis que je suis gamin, que je me suis dit, un jour, je vais être assis d'un troc vert. Puis ça a commencé là. Puis on restait à Québec, puis la terre était à Saint-Raymond-de-Portneuf. On passait à Valcartier en avant de la base militaire, puis je les voyais, j'étais tampé dans la fenêtre. Je voulais être dans un camion vert. Fait que depuis que je suis gamin, comme je disais, j'ai toujours voulu faire ça. Puis je dis camion vert, mais je savais aucunement qu'est-ce qui m'attendait. Mm-hmm. Je suis rentré là. Ça a commencé avant ça. Je suis rentré d'un cadet à l'âge de 12 ans. J'étais un poisson dans l'eau. Je me suis accompli dans ça. Ça m'a formé. 16 ans, j'étais... Est-ce que c'est justement l'entraînement des forces régulières des Forces armées canadiennes qui t'a motivé à rentrer dans les cadets? Non. Non? Non. Donc, c'est même avant ça, tu avais un intérêt pour tout ce qui était... Écoute, j'écoutais la télé, puis il y avait... Paramilitaire, je veux dire ça comme ça? Oui. Puis j'écoutais une émission américaine, puis le petit gars allait à une école militaire. Ses parents allaient le domper là le lundi matin, puis il revenait le vendredi soir. Puis moi, je savais pas que ça n'existait pas au Canada, mais j'ai écœuré mes parents pendant 4-5 ans. Papa, maman, je veux aller à l'école militaire. Puis ça se faisait juste pas. C'est une école de réforme aux États-Unis? Je pourrais pas dire. Là, ça fait longtemps. Là. Mais je savais que je voulais faire ça. Puis ce qui s'en rapprochait le plus, c'était les cadets avec les camps d'été. Ouais. Puis je suis rentré là, puis moi, j'avais hâte à l'été de m'en aller. Là. Ma mère pleurant venait me porter pour 6 à 8 semaines, mais moi, je voulais juste sacrer mon camp. Ta mère est très présente dans ta vie? Ah oui. Ta mère encore aujourd'hui s'implique dans des projets. Oui. On va en parler tout à l'heure. Oui. Les cadets, dans ton cas, c'est pas anodin. Non. Souvent, on va rapidement passer sur le parcours des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont choisi de faire les cadets. Mais les cadets, c'est une institution. Oui. C'est une école de la vie. C'est aussi une façon... en fait, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que les cadets ont... Est-ce que c'est une genre de propagande pour les Forces armées canadiennes? Est-ce que tu penses que c'est là pour favoriser le recrutement des Forces armées canadiennes de façon subliminale ou aussi directe que cela puisse paraître? Je comprends où ce que tu veux aller. Ouais. Il y a certaines places en Russie, là, on s'entend, c'est des enfants soldats. Puis souvent, au Canada, on s'est fait dire ça. Vous êtes des enfants soldats, c'est pas vrai du tout. On va tirer la carabine à plomb. Puis je dirais, c'est ce qui va se rapprocher, autre que la discipline, la chaîne de commandement, la hiérarchie, tous les petits classiques. Je dirais, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus de l'armement de ce qui est guerre, si on peut dire. Mm-hmm. Mais ça reste la carabine à plomb, ça reste que moi, au chalet avec mon père, je tirais sur des canettes, j'avais 6-7 ans pareil. Mm-hmm. Fait que ça n'a pas été, en tout cas, à ma vision à moi... Ça n'a pas influencé ton ta façon de joindre les Forces armées canadiennes? Pour moi, je le voyais vraiment comme un tremplin. Je le voyais à une générale avant de m'en aller faire mon vrai show, si on peut dire. T'sais. Puis tu réalises, je pense, en faisant les cadets, que y a beaucoup de choses que tu apprends qui vont te servir dans les Forces armées canadiennes. Juste d'apprendre les rangs, juste d'apprendre un peu les différents métiers.
Parce que je pense que les cadets aussi offrent aussi 3 éléments, qui est l'armée de terre, l'armée, la Navy, puis l'armée de l'air. L'armée de l'air, bien entendu. Au niveau des cadets, tu es allé très loin. Oui. Puis tu es allé très loin aussi au niveau des comment je pourrais dire ça? De l'entraînement, des cours. Oui. C'est quoi les cours qui t'ont permis de faire dans les cadets parce que tu étais performant? Oui, j'étais performant. Puis j'aurais pu aller encore plus loin. Ouais. Le bémol, si on peut dire, c'est que tu peux pas avancer au-delà de 18 ans, à l'âge de la majorité. Puis souvent, c'était 16 ans, même selon les conditions, si on peut dire. Puis moi, je savais qu'à 17 ans, je quittais tout ça pour rentrer dans les forces. Puis si j'avais continué à pousser, j'aurais été chercher une position pour une partie de l'année. Fait que dans le fond, j'aurais volé la position à quelqu'un d'autre qui voulait rester impliqué toute l'année. Fait que moi, j'ai arrêté au grade de sergent dans les cadets. Ouais. Mais en restant plus bas en grade, par décision, pour mon corps de cadet, j'ai quand même été apporté à faire des belles échanges. Mon premier était un cours de leadership à Valcartier, 6 semaines. C'est un leadership... C'est pas tous les cadets qui font ces cours-là, qui ont accès à ces cours-là. Cours de leadership, c'est assez fréquent. Oui. Après ça, parce que c'est assez général comme échange d'été, si on peut dire. Il y a beaucoup de cadets qui vont y aller. C'est là où est-ce que tu commences ils vont t'octroyer un grade de leadership, donc caporal-chef. C'est ça. Tu apprends à donner des cours de leçons, à gérer une section, à être senior sur stéroïdes, si on peut dire. Ouais. Puis tous les cadets qui veulent monter dans les cadets vont passer par là. Après ça, c'est là que ça se divise en plusieurs segments, si on peut dire. Il y en a que ça va être plus justement leadership accentué. Ça va être... moi, pour mon parcours, ça a été en aventurier. Donc, j'ai fait cours de chef à Valcartier. L'été d'ensuite, c'était cours de chef et instructeur aventurier à Cap-Champ, en Gaspésie. Puis mon échange que j'ai fait à Banff, qui était en Colombie-Britannique, en Alberta, dans le fond, puis on faisait certains exercices en Colombie-Britannique, c'était commandement et défi en aventurier. Ça, c'est vraiment du concret. Là. Ça, on faisait de l'escalade en premier, deuxième de cordée à des sommets à 3000, 4000 pieds. On faisait de la marche en glacier avec le Search and Rescue, encore une fois en premier, deuxième de cordée, au-dessus des crevasses, des choses comme ça. Canot camping, dans les rocheuses, l'eau bleue, là, aqua. Là, c'est vraiment du concret. Là. Est-ce que c'est risqué, justement, ces cours-là avancés des cadets? Est-ce qu'il y a un risque réel pour la santé, pour la vie? Il y a un risque réel, mais l'encadrement est tellement bon que non. Mais tu sais, je peux te donner une petite anecdote. Quand on a fait notre hiking à Banff dans les Rocheuses, on était partis 8 jours de temps, puis c'est 8 jours en refuge. Fait que tu sais, t'es un enfant de 14-15 ans, pareil, même si t'as des bons moniteurs, t'as n'importe quoi. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse tempête, sommet des montagnes, température changeante, la foudre qui tombe à peu près à 400 pieds de nous autres, éboulement de roches et... c'est live. On est des enfants avec, oui, 2 guides, mais ils savent comment subvenir à ça puis tout ça. Mais les risques sont-ils là? Oui, au même titre qu'on aurait été 20 adultes ensemble. Fait que, tu sais, il y a des risques, mais je dirais c'est tellement bien, dans mes années, c'était tellement bien encadré puis engagé, puis... veux pas, il y a un crescendo. Là. Tu commences pas à 12 ans flambant neuf puis t'amènes des glaciers. Tu as quand même fait trois bons cours, puis il envoie juste ceux qui ont le profil type pour aller là aussi. Oui, exactement. Fait que, donc, tu avais déjà une très bonne préparation en entrant des Forces armées canadiennes. Juste avec le mindset, en maîtrisant certaines connaissances et compétences que tu allais apprendre dans les Forces armées canadiennes. J'imagine que ça t'a permis d'être un leader plus rapidement aux recrues. Naturel. J'ai toujours été un leader naturel. Je suis pas celle qui parle le plus fort, mais quand j'ai de quoi à dire, mon idée est faite, je sais où je m'en vais. Okay. Fait que je parlais, puis le monde me disait « Oh, ça fait du sens. » Il a beau avoir rien que 17 ans, là, mais un peu, là, il parle aussi fort que nous autres. Fait que ça m'a vraiment aidé à avoir du contenu direct en startant dans ma carrière. Je suis pas arrivé puis à être décontenancé, je viens de me faire fesser d'en face, je pogne mon 2 minutes. Non, moi, c'était... c'est mon 4e camp d'été, si on peut dire, qui commençait. Ouais. Mais souvent, ce qu'on voyait avec les hommes et les femmes qui avaient passé dans les cadets, on voyait qu'ils arrivaient avec une expérience, mais arrivaient aussi avec une attitude. Ouais. Est-ce que tu avais une attitude comme ça, pas de tout savoir, mais d'avoir une longueur d'avance sur les autres, puis de faire savoir cette longueur d'avance-là? Moi, je te dirais, je ne l'ai jamais eu, cette attitude-là, parce que je savais où je m'en allais, puis je le savais que j'étais encore au bas de l'échelle, même si j'avais un bout de défaite. OK.
Puis tout le long de ma carrière, on en parlera peut-être un peu tantôt, mais tu sais, j'ai tout le temps été le plus jeune. Je suis arrivé d'un cadet, j'étais le plus jeune. Je suis arrivé à Saint-Jean, j'avais 17 ans, je pouvais pas boire quand tous les gars sortaient. Après ça, cours de métier à Gagetown, on tombe à 19 ans, à l'égalité, je peux plus boire encore. Puis après ça, tu t'en vas entraînement au Texas, des choses comme ça. Là, c'est 21, je peux pas boire non plus. J'ai tout le temps été le plus jeune, puis après ça, c'est hey, monter en puissance, t'as rien que 17 ans. Là. Puis là, on va voir rendu en tour, ça va être qui les hommes des enfants, tu sais. Puis ça a tout le temps été ça. C'est souvent ça qu'ils disent. Hein? Attends en mission, c'est là qu'on va séparer puis les souvent, hommes. Souvent, il y a les beefs, puis ceux qui disent ça, c'est eux autres qui sont cachés dans le trou de serve-up, puis que, tu sais, tu les vois pas quand ça tire. Là. Mais, en tout cas, longue histoire, là, je me suis tout le temps considéré... Longue histoire, une anecdote. On y viendra peut-être tantôt. Mais... Je ne vais pas te faire dire des choses que tu veux pas dire. Je veux continuer encore un petit peu sur les cadets. Oui. Si tu avais un aspect négatif à nommer ou que tu souhaiterais corriger dans les cadets, ça serait quoi? Je trouve que ça prend beaucoup de place. C'est correct que ça en prenne beaucoup pour ce qu'ils veulent te montrer puis t'instaurer. Mais en étant dans les cadets, j'ai pas eu de place pour rien d'autre. Tu sais, moi, au secondaire, je me démarquais au football, puis j'ai été sélectionné faire l'équipe, puis je voulais donc faire l'équipe. Mais les games étaient tout le temps à la fin de semaine. Puis les cadets, c'était t'es présent. C'est prenant, hein? Ah, c'est prenant. C'est le vendredi soir, puis souvent, c'est toute la fin de semaine jusqu'au dimanche. Puis plus t'en fais, plus que t'es bien vu. Puis tu veux en faire parce que plus t'es impliqué, plus que tu pèses fort dans la balance pour les beaux échanges de l'été. Ouais. Fait que c'est correct, c'est même qui attire le monde. Mais à l'inverse, tout ce qui est parascolaire, tout ce qui est le restant, parce que les cadets, souvent, c'était un peu vu comme dérisoire. Tu sais, tes cheveux courts, OK, quand tout le monde a un style, puis toi, t'es dans les cadets. Ah, oui. T'sais. Puis j'ai pas le choix de juste faire les cadets parce que ça me plaît, les cadets, je veux avancer. Ouais. Mais ça aurait été important aussi de pouvoir jouer au football, aller jouer au basket, au hockey, n'importe quoi. J'étais un sportif, j'aimais ça. Tu peux pas être un cadet à temps partiel. Pas si tu veux. En tout cas, dans mon temps encore, ça a peut-être changé aujourd'hui. Tout change à cette heure. Mais... Dans mon temps, il fallait que tu sois impliqué si tu voulais être ranké. Puis, tu sais, comme BEMF en Alberta, je pense qu'on était un cadet si sur 1000 à y aller. des chances d'avancement, puis même, j'irais jusqu'à penser qu'ils ont une genre de culture militaire, dans le sens que si t'es pas là, tes chums vont te le faire savoir, puis tu vas payer le prix. Oui, exactement. On n'est pas très loin de l'armée, les deux organisations. L'âge joue beaucoup, là, sauf que... Les cadets font des très grandes choses. Je pense pas personnellement qu'ils font de la propagande ou qu'ils font du recrutement pour les Forces armées canadiennes. Au contraire, pour avoir fait partie des cadets pendant une courte période de temps, pretty much ce que j'ai fait, c'est de l'exercice élémentaire, se piter mes bottes puis d'aller faire un petit camp à Captcha. J'ai pas fait d'autre chose. Puis j'ai réalisé à ce moment-là, c'était même pas pour moi. Je suis sorti des cadets parce que je trouvais que c'était pas pour moi. J'étais pas bien dans des vêtements. On avait des sauts de laine, puis dans ce temps-là, j'étais gras, puis les cuisses me frottaient ensemble, j'étais pas bien dans cet uniforme-là. Puis ils ne nous donnaient pas de... Tu sais, l'uniforme militaire olive là, qu'on avait dans le temps. Moi, c'est ce que je souhaitais porter, puis quand j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas porter ça, sauf dans un skim ou dans un événement particulier, puis ça, c'est juste l'été, puis si tu as fait toute la saison au complet, puis ça vaut mérite aussi que je ne porterai jamais l'uniforme que je veux porter, donc je suis sorti des cadets. Qu'est-ce qui a été le plus formateur pour toi dans les cadets? Pas ce qui a été le plus formateur. Plus tard, parce que tu as fait des... j'ai de la difficulté ce matin à m'exprimer. Tu as fait plusieurs formations. Quelle formation a été... t'a servi le plus dans l'armée? Je dirais que c'est la CNE. Ça veut dire la Qualification nationale de l'étoile. Okay. Quand tu as monté en grade puis que tu as appris tout, si on veut, les plans de leçons qu'il y a dans le livre, tu t'en vas te faire certifier. Puis pour faire les échanges internationaux et les choses comme ça, il faut que tu aies réussi cette certification-là. Puis c'est aussi quand tu as cette certification-là que les forces reconnaissent ton temps de cadet, puis ils vont te créditer, je pense que c'est 180 jours de métier ou quelque chose. Okay. Fait que ça, quand on est rentré, on avait déjà 6 mois de salaire, un rétroactif. Fait que tu sais, c'est reconnu quand même aux yeux des forces. Mais ça, on peut parler d'exercice élémentaire, le mindset qu'on parlait, la topographie, tout ça, on l'avait appris, on est arrivé, puis bien souvent à Saint-Jean, là, t'as peu, parce que je pensais que j'allais apprendre de quoi de nouveau. T'sais. Non. Ça a vraiment été... Aujourd'hui, mon petit gars, il a 3 ans et demi, puis il sait parler aux radios avec les bons
pattern de radio, il sait c'est quoi une boussole, il sait une carte, et papa, il y a une montagne là, avec les courbes de niveau. Il y a 3 ans et demi, là, tu sais. Ouais. Parce qu'on bricole de même. Puis, tu sais, moi, chez nous, j'ai encore des cartes. Quand je fais une trail de 4 roues, j'y monte. Regarde, bébé, on pourrait prendre la ligne bleue, ça va bien plus vite. Papa, dans la ligne bleue, là, c'est une rivière, mon grand. Fait que, tout ça, en étant un enfant, à 13-14 ans, c'était déjà rentré. T'sais. Fait qu'après ça, moi, qu'est-ce que tu dis, Fred, aux gens qui pensent que tu ne devrais pas exposer des enfants à de la matière comme celle-là en bas âge? Parce qu'on va l'avoir, le commentaire. Tu sais, qu'un enfant doit être un enfant, doit s'amuser comme les autres enfants, de commencer à lui donner de l'instruction paramilitaire. Est-ce que ça peut amener des problématiques futures? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je joue à cachette dans la maison, puis je jouais à cachette pour mon kid. Là, il s'est tanné, il avait 2 ans. C'est beau en arrière d'un mur. Là. Mais là, moi, je sors mes camenettes que j'ai encore, puis là, j'y mets dessus, puis là, il pogne les tuyaux de balayeuse, puis il dit « Papa, on joue à la cachette sniper. Okay. » Mais ça vient pas de moi, là. Il voit des choses de airsoft, là, puis « Hey, papa, on joue à airsoft au paintball, puis des choses comme ça. » Puis pour lui, c'est pas la guerre. Là. Fait que semble avoir le même intérêt que toi, t'avais en bas âge pour tout ce qui est militaire, paramilitaire. Moi, je voulais être militaire. Lui, il a 3 ans et demi, puis c'est clair dans sa tête, tu demandes qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut un suit orange, puis il veut être search and rescue des hélicoptères. Ah, c'est vrai? Puis c'est même pas moi, il a montré. Ouais. Il dit, moi, papa veut aller chercher les gens qui se sont fait de bobo dans la montagne. Okay. Tu sais, ça vient de lui. Puis tout le temps, tu sais, je fais des vidéos avec mon garçon, puis c'est une sorte de thérapie pour moi. En fait, c'est un outil de thérapie. Mais tu le vois que je le mets là, puis dans la situation, puis s'il capte 1%, je suis content. Mm-hmm. Le lendemain, il captera un autre %. Mais jamais que j'y pousse, puis jamais que... Ton objectif, c'est pas de le former du mieux que tu peux. J'ai aucun objectif, aucune pression de performance à son égard. Puis c'est la même chose, il commence la motocross compétitive au printemps, il y a 3 ans et demi. Là. Mm-hmm. Mais c'est papa, je veux faire ça. Ouais. Papa, aujourd'hui, je veux me pratiquer en motocross. Papa, il met son full face de motocross en faisant du vélo. Il dit, papa, moi, j'habitue les muscles de mon cou. Tu sais, ça vient pas de moi. J'y mets... Moi, je suis un gars craqué dans la vie. J'ai une drive, je veux, tu sais, avancer. Puis, il se nourrit de ça. Puis, bien souvent, je le regarde. Je fais, ouais, tu me sors de ma zone de confort. Mon homme, tu sais. Puis, tu sais, on est les meilleurs chums, les meilleurs amis du monde. Mais encore une fois, j'y pousse rien dans la gorge, tu sais. Fait que... Ton garçon, à quel âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi, hein? Ouais. T'es plus avec la maman aujourd'hui? Non. C'était quoi le rapport de la mère par rapport au service militaire? C'était-tu positif? Ça a été une relation on and off, si on peut dire. Ouais. Puis, on n'a pas été ensemble longtemps dans tout ça. Sur une période échelonnée d'environ 3 ans, dans le fond, on s'est vu, on s'est moins vu, on s'est vu, on s'est moins vu. Elle, l'horloge biologique sonnait. Oui. Moi, j'ai vécu comme un fantôme toute ma vie. Puis avoir un kid, je me suis dit, la belle histoire Disney là, du prince charmant n'arrivera pas. Là, Je me voyais arriver à 35 ans. Puis elle, tu voulais un enfant? J'ai toujours voulu. Tu sais, je me suis tout le temps dit je n'aurais probablement pas dû à mon métier, mais si ça arrive, ça va être le plus beau cadeau du monde. Parce que je savais que j'avais cette fibre-là. Puis j'étais un bon pédagogue, j'aime ça, apprendre les choses au monde. Puis elle m'a dit, là, Fred, on était ensemble là. Puis elle a dit, moi, je veux un enfant là. Puis si c'est pas toi, ça va en être un autre. Fait que t'en veux-tu un? Puis moi, c'était comme un deal. Ah oui. Puis moi, ce moment-là, j'étais à une belle place dans ma vie. Je venais d'acheter ma terre. J'arrivais d'un long voyage de cheminement personnel sur la route. Puis j'ai dit, ouais, j'étais une bonne place, là. Go. Puis, tu sais, ça a collé tout de suite la première shot. Fait que là, après ça, je vais t'avouer, j'ai comme eu un petit moment de panique, là, de dire, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Je suis pogné là, tu sais. Puis j'avais comme pas réalisé. Pogné dans le sens perdre un peu de liberté, d'avoir des obligations financières, hein, tu sais. Oui, puis à vie. Moi, j'étais sorti des forces, puis je suis parti vivre sur la route 40 ans après. Puis là, je suis revenu à cause de la COVID parce que tout était fermé, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis acheté une terre, là, ça va bien. Mais là, je me demandais, OK, je viens de faire un kid, là. Puis là, sa mère, après ça, un coup, le petit est venu au monde. Elle a dit, retournes-tu dans le sud cet hiver? Mais là, moi, dans ma tête, quand elle m'a demandé ça, tout de suite, ça a été... Mais voyons, de quoi tu me parles? Ouais. J'ai un kid. Je vais juste situer les gens parce que au moment où est-ce que tu as ton enfant, tu n'es plus dans les Forces armées canadiennes. Non. Donc, tu as servi, rappelle-moi, 2006 à 2017. Ouais. Ça, c'est ton temps passé dans les Forces armées canadiennes. Ouais. Ça n'inclut pas ton temps de cadet. Puis tu as rencontré la mère de ton enfant en quelle année? 2019 à peu près. OK, avant la pandémie. Oui. Ben, pendant la pandémie, 2019-2020. OK, 2020, oui. Et est-ce que tu penses, je sais pas, tu sais, je m'en peut-être une place où tu veux pas gérer. Est-ce que tu penses que c'est la pandémie qui vous a aussi rassemblés dans ce projet-là?
Pas dans ce projet-là, mais d'un côté, oui, parce que pas avoir eu de pandémie, je serais pas rentré au Canada. Moi, j'aurais continué mon périple, je serais probablement en Amérique du Sud. Toi, tu n'as pas quitté parce que la pandémie, c'était insupportable. Tu as quitté avant ça pour faire du cheminement personnel puis découvrir probablement le monde. Oui. Puis je suis revenu, par exemple, à cause de la pandémie. J'étais parqué au Nouveau-Mexique dans un campground, puis tout fermé à cause de la pandémie. Ouais. Puis là, OK, ben, tu t'en vas dans un parking de Walmart. Là, moi, je reste dans ma roulotte, j'ai pas d'adresse. Là, fait que, OK, puis là, finalement, les rangers américains cognent dans ta vitre avec sa maglite, puis t'as pas le droit d'être ici. Ouais, c'est parce que ça fait 4 campgrounds qu'on fait, puis tout le monde vide, les parcs nationaux, tout est vide, t'as plus le droit de rentrer, tu veux j'aille où? Il dit, wait for me a minute. Il s'en va en arrière, il check ma plaque, il dit, je serais toi, je retournerai à la maison. Ouais. Fait que là, je fais comme, OK, attends une minute. J'appelle mon père en plein mois de février. Je dis, hey, fais souffler à la cour, je rentre avec la roulotte la semaine prochaine, m'en viens. Okay. Je suis rentré là. Tu avais tout vendu pour partir à l'aventure? Oui. Parce que mon idée, c'était de ne pas revenir, bien honnêtement. Oui. Tu souhaitais t'établir dans quel pays? Au BC, probable, dans les Rocheuses. Okay. Je suis monté jusqu'au Grand Nord, dans le Yukon, tout ça, puis je voulais m'exiler là. Puis, qu'est-ce qui te faisait fuir le Québec? Il n'y a rien qui me faisait fuir le Québec. Honnêtement, je te dirais, les prestations qu'on reçoit, tout ça, notre paye, après ça, quand tu sors de l'armée, je te dirais, le gouvernement vient nous en soucier beaucoup. L'imposition Le OBC nous faisait tout miroiter. Les gars travaillaient en Alberta, ces plateformes pétrolières. Puis, viens à Edmonton, tu vas faire de l'argent comme de l'eau. Après ça, mettre ton adresse au BC, n'importe quoi, un P.O. Box, puis tu ne payeras pas d'impôts, tu as l'argent dans tes poches. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, regarde, il m'en suce 50% au Québec. Là. Je vais aller faire un tour au BC voir. J'ai changé mon adresse là. Puis, tu sais, juste un P.O. Box. Est-ce que tu t'en tirais mieux financièrement parlant? Oui, mais là, j'avais plus d'obligations. J'avais mon truck, ma roulotte, mettais du gaz, mangeais, puis tu sais, le restant, c'était sa route. Là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je vivais bien pareil, parce que j'étais sur la C-Site quand on sort les 2 premières années. Fait que j'étais là-dessus, après ça, switché sur l'ancien combattant, j'ai tout le temps gardé mon salaire. Fait que, tu sais, comme ça, je m'en suis bien tiré. Là. OK. Encore une fois, la relation avec la mère par rapport à l'armée, bon, pas bon? Pas bon. OK. Elle n'aimait pas l'armée? Non, c'est qu'on n'a comme jamais réellement rentré dans le vif du sujet. T'sais, moi, je suis diagnostiqué avec un PTSD, mais je suis hautement fonctionnel. Puis si j'en parle pas à quelqu'un, il le verra probablement jamais. Il va penser que j'ai un déficit d'attention, puis que c'est ça. Puis à ce temps, tout le monde a ça. Là. Ouais. Fait que ça restait de même. Puis les seules fois qu'on en a parlé, la réponse a été « Ouais, ben t'as perdu 12 ans de ta vie. » Puis moi, c'est pas du tout ma mentalité. Fait qu'on a juste fermé ça là. Puis, tu sais, elle, c'est plus une personne, tu sais, qui vient des shows de musique, plus punk, qui a eu un gros vécu au Mexique pendant 7-8 ans dans sa van, puis tu sais, plus à la bohème, si on peut dire. Puis moi, quand je suis parti suite aux forces, la doctrine, l'emboîtement, si on peut dire, je voulais complètement connaître de quoi de nouveau. Puis ça m'a attiré. J'ai dit, c'est donc bien malade, c'est complètement de quoi ailleurs. Ouais. Je veux connaître d'autres choses, là, j'étais chaudé. T'sais. Puis je me suis amouraché de ça. Mais à un moment donné, ils disent que les opposés s'attirent, là, mais ça fait un temps aussi, les mains revirent de bord le moment donné. Puis tu reviens dans tes valeurs. On va en parler, parce qu'une des choses qu'on a parlé en pré-entrevue, tu as dit, aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai un enfant de 3 ans et demi. Quand on se présente sur une date, puis qu'on mentionne qu'on est un ancien soldat, qu'on est vétéran, puis qu'on souffre d'un problème de santé mentale, puis qu'on a un enfant à bas âge, ça peut peut-être être difficile. C'est quoi ta relation par rapport à... Premièrement, est-ce que tu es à l'aise avec cette étiquette-là de dire aux gens que tu as une blessure puis ou tu souhaites le cacher le plus longtemps possible? Il était un bout, je voulais le cacher. Quand j'étais sur la route, j'avais ma plaque vétéran sur mon truck, puis des fois, là, j'avais le goût de l'enlever quasiment. Parce que le monde, il te voit, et puis OK, t'es un vétéran. T'sais. Puis il était un bout, je voulais l'enlever. Je voulais pas avoir cette étiquette-là parce que j'avais pas fait le cheminement. Puis je me suis dit, encore aujourd'hui, mon profil Facebook, sur mon profil, c'est vétéran et je peux pas l'enlever de qui je suis. Puis je veux pas l'enlever, puis j'ai jamais réussi à l'enlever. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, ça me définit. Je suis un vétéran, puis je suis un homme d'affaires en devenir et tout ça. Mais le PTSD, je pense que c'est là qu'avec mon cheminement, j'ai compris ça fait qui je suis, mais ça me définit pas. Puis quand on va sur une date, c'est le monde, tout ce qu'il voit, c'est ça. T'sais. Puis oui, il y a beaucoup d'individus, je pense, qui n'ont pas fait de cheminement assez
profondément encore, puis qui sont dedans, puis qui prennent le temps que ça leur prend, puis qui se travaillent. C'est correct. Oui, à 100%. À 100%. Mais il y a beaucoup de gars de notre génération qui ont fait de l'Afghanistan. Moi, j'appelle ça les vétérans de la nouvelle génération. Là. C'est pas pour enlever rien à personne. Mais ça fait des années là, qu'on est revenu. Là. Fait qu'il y a beaucoup de gars là-dedans qui ont un bout de chemin de fait, puis un grand bout de chemin. Puis ils sont encore là, puis ils sont encore vivants, puis ils ont des petites familles, puis ou pas, ou peu importe. Ouais. Puis là, la grosse mode, c'est les réseaux sociaux, là, puis sur les sites de rencontres. Là, je suis pas là-dessus ben parce que ça m'échauffe. Je veux rencontrer quelqu'un d'envie avec les mêmes valeurs. De façon plus organique. Là. Bon, c'est ça. Ouais. Mais la grosse mode, là, c'est je veux quelqu'un mature émotionnellement ou avec une intelligence émotionnelle. Ouais. C'est un beau terme vide. Là. Mais moi, personnellement, regarde, ça fait 15 ans là, que je suis suivi, puis j'ai fait de l'introspection, puis de l'auto-analyse, puis j'ai un cheminement, puis c'est pour ça que je suis assis ici aujourd'hui. C'est pour en faire profiter les autres, parce que j'ai appris à vivre avec qui je suis, puis aujourd'hui, je suis hautement fonctionnel grâce à mon cheminement. Oui. Fait que d'aller se coller un vétéran, c'est pas nécessairement qui est diagnostiqué avec un PTSD. Moi, je vois pas ça comme un paquet de troubles. Je vois ça comme quelqu'un qui a investi beaucoup et qui continue à investir dans lui-même pour mettre des outils dans son sac à dos. Puis t'en veux tu recherches une intelligence émotionnelle, là, ben ces gars-là, d'accord, c'est pas un bon mot, mais ils ont été éclopés à un certain niveau. Ben oui. Mais aujourd'hui, s'ils ont été bien encadrés puis ils ont fait les efforts, t'en veux-tu une intelligence émotionnelle? Ces gars-là ou ces femmes-là, ils sont équipés, là, ils sont intelligents. Là. Ça fait des années qu'ils travaillent sur eux autres. Puis, donc, tu vois ton bagage, ton cheminement, ton rétablissement, la psychothérapie, comme étant une force. D'avoir, tu détiens quelque chose que celui qui n'a pas vécu ça, celui qui n'a pas travaillé à essayer de réparer cette blessure-là, n'a pas. Donc pour toi, tu vois ça comme un avantage. Mais il y a beaucoup de préjugés. Il y en a qui voient ça comme si c'était une bombe à retardement, comme si les difficultés vont toujours être existantes, que ça peut jamais vraiment s'estomper. Puis souvent, ils vont associer une consommation d'alcool, de drogue. Est-ce que tu as eu à consommer pour pallier tout ça? Bien, des médicaments un peu au départ, mais j'ai jamais prescrit? Oui, c'est ça. Okay. J'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais bu de ma vie. Ici et là, dans des fêtes comme n'importe qui, mais j'ai jamais eu un problème de la bouteille. Là, fait que quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu vas le dire tout de suite que tu es un vétéran ou tu vas... Oui. Ouais. Maintenant, oui. Vétéran tout le temps, puis je l'ai toujours dit. Ça a tout été mon étiquette. Je suis fier de ce que j'ai fait, où ce que je suis, puis la communauté autour de ça, moi, j'ai toujours voulu me coller à ça. Ouais. J'aimais l'image, j'aimais la famille, j'aimais tout ça. Tu sais que j'ai jamais dit, mais j'avais une idée de faire une émission de dating avec des vétérans. Ben oui, j'avais vraiment un peu comme cœur de trucker avec les camionneurs. J'avais envie de faire un projet comme celui-là parce que c'est vrai que c'est particulier. Et le rétablissement, la psychothérapie, souvent, il y en a qui vont la continuer pour le restant de leur vie. Donc, comment on présente ça à une future conjointe qu'on a été vétéran? J'ai l'impression que pas longtemps après avoir dit qu'on est vétéran, moi, mais je suis pas un danger. J'ai l'impression que c'est cette phrase-là qui sort rapidement après. Puis de dire que tu as un enfant en bas âge, ça complexifie les rencontres. Mais de toute évidence, la mère de ton garçon n'avait pas ces préjugés-là. Non. Comme toi, tu n'avais pas de préjugés non plus envers son parcours de vie. Non. Mais ce que je suis content, c'est qu'aujourd'hui, ce petit bonhomme-là semble être aimé, semble être encadré, semble s'en aller dans la bonne direction. Juste pour finir, la mère est favorable à ce que tu lui enseignes de la topographie ou de... Ben, elle ne sait pas vraiment, mais tu sais, notre petit gars est là, tu sais qu'elle va le savoir. Oh oui, okay. C'est correct. Ben, on se cache absolument rien, on est très transparent, c'est tout pour le bien de notre petit garçon, tu sais. Mais il est tellement allumé, là, pour elle. Puis comme je dis, ça vient de lui, puis à tous les jours, il me sort quelque chose de nouveau, puis je suis comme, ben voyons donc. Comme son père. J'ai l'impression. Ouais. Tu t'es enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Est-ce que tu savais le métier que tu voulais faire? Est-ce que tu étais convaincu que tu voulais devenir un soldat? Est-ce que tu savais quel métier tu allais choisir? Il faut mettre 3 choix dans les cases. Oui. Puis moi, j'avais mis chauffeur, parce que je voulais être dans un camion. Puis après ça, c'était blindé. Puis après ça, c'était ingénieur. Puis quand ils m'ont dit « cherche du monde pour blinder », j'ai dit « let's go ». Fait que là, t'as sauté là-dedans. Dedans, tout de suite en partant. Est-ce que t'as un gros sentiment d'appartenance avec le 12e Régiment blindé du Canada? Oui. J'étais un peu échaudé de certaines choses
mais tu sais, comme n'importe quel militaire, je pense qu'à un moment donné, tu viens blaser de certains aspects, comme ceux qui font des changements de métier, puis ci, puis ça. Ta voix change, on peut dire. Mais non, j'ai passé un très beau moment là, puis tu sais, je suis content du temps que j'ai fait au 12e. Vraiment. Tu as eu une spécialisation dans ce métier-là. En fait, on t'a choisi pour être tanker. Ouais. Tu veux t'expliquer un peu aux gens c'est quoi un tanker? En fait, ma première mission en 2008, j'ai été Sareki, sa reconnaissance. Ça, c'est char blindé léger, si on peut dire. 8 roues, on les voit souvent. 8 roues, un canon de 25 mm qu'on appelle Coyote VBL. Oui. Moi, j'étais avec le PC. J'ai tout le temps été un peu mature, si on peut dire. Ouais. C'est vrai, vous aviez une petite haine envers les 22 quand on a reçu les VBL3 parce que là, on avait techniquement les mêmes outils pour faire votre travail. C'est parce que c'était deux mondes complètement différents. Oui. D'une tourelle de 12e, c'est au quart de tour. Ouais. Puis on arrivait dans vos tourelles, c'était comme, c'est qui ces hosties de touristes-là? Vous étiez très bons, mais comment... Tu sais que tu vas te faire tirer des tomates. Je le sais, puis c'était comme ça, c'était une risée. Autant sur la condition physique au jeu du commandant, vous riez de nous autres à parade parce que vous aviez toutes les médailles, mais d'une tourelle de VBL, on était une coche au-dessus pareil. Chacun ses forces. C'était votre spécialisation. Oui, vraiment. Nous autres, on faisait que ça. Ouais. Autant démonter. Tu veux expliquer aux gens le métier de blindé? Ouais. C'est quoi? Ça se divise en... Nomme-moi les différents types de métiers que tu peux faire. Parce que tu as parlé de reconnaissance. C'est une spécialisation du métier. Bien, souvent, c'est ça. Tu vas avoir un régiment... Nous autres, à Valcartier, c'est un régiment de reconnaissance. Fait qu'il n'y avait pas de chars. Puis, pour la 310, ils ont ramené les chars à Valcartier. Puis là, ils ont monté l'escadron C. Puis là, c'est eux, nous autres, on a fait la montée en puissance à Valcartier avec les chars. La montée en puissance, l'entraînement se faisait à Wainwright en Alberta parce qu'on n'a pas les terrains nécessaires à faire une avance de chars d'un sapin à Valcartier. Ça prend des belles collines et tout ça. Fait que l'entraînement se faisait là-bas, mais on était basé à Valcartier quand même. Puis c'est comme ça que j'ai pu être amené sur l'escadron de chars. Parce que normalement, sinon, c'était à Edmonton en Alberta, Wainwright, puis sinon... Gagetown au Nouveau-Brunswick. Est-ce que je me trompe pour un blindé, le summum, c'est de travailler dans un char? C'est différent, je pense. Les officiers qui arrivent de l'école, mettons, là, ils ont envie d'aller à Reiki parce que la reconnaissance, c'est les gars en forme, c'est ceux-là avec la baïonnette d'un dent, ils grattent dans la cage, ils veulent sortir. Tandis que les tankers, c'est ceux-là qui ont un peu plus une bedaine, du gros, ils vont travailler en innocent sur le machine. Mais c'est pas eux autres qui sont en avant. La priorité, c'est pas le gym, c'est que la machine soit bien huilée. Parce que tu travailles sur un tank. Pour 1 heure sur le terrain, je pense qu'il équivaut à 8 ou 9 heures de maintenance. Wow. On est tout le temps dessus. Tout le temps dessus. Ça n'a même pas de sens. Ça fait partie du métier. Ça gruge du jus. Mais c'est un coup assis dedans, tu l'oublies. Comment ils vous ont sélectionné pour aller justement à cet entraînement-là qui vous amène à travailler avec des chars en Afghanistan? Ça a commencé avec ils ont ouvert des cours de chauffeur. Après ça, ils ont ouvert des cours de gunner. Puis là, je pense que c'était plus le côté politique de dire Valcartier vont avoir leur escadron de chars. Fait que là, ça s'est fait au sein du régiment. Le comment dans les hautes sphères, je peux pas dire. Je me demandais s'ils sélectionnaient les meilleurs éléments ou s'ils sélectionnaient des volontaires ou sélectionnaient des... il profilait un type de soldat en particulier. Je pense pas que c'était avec les meilleurs. Je pense que c'était vraiment plus être volontaire. Avec les bedaines. Mettez un côté tu peux pas quand même être bedonnant comme ça, parce qu'un tank, t'es serrant tabarouette là-dedans. Fait que, on n'était pas à la coche, mettons, d'un fantassin, mais on était quand même en shape. Encore ça, tout ça est des préjugés parce qu'il y a des fantassins avec des bedaines. Puis il y a des blindés des généralités, qui sont très en forme. Mais à un moment donné, dans ma carrière, je rentrais plus dans la tourelle. C'est arrivé. Il fallait que je rentre un bras, l'autre bras comme ça, puis que j'essaie de me plier. C'était épouvantable. C'est souvent, pour faire une image, là, un tank, ceux qui ont déjà rentré ou vu d'une tourelle, là, tourelle de tank, tu as le chef d'équipage qui est en haut, la tête sortie, mais à ses pieds, tu as le gunner qui est assis. Puis en dessous, dans le trou, tu as le chauffeur. Ouais. Fait que s'il arrive un avarie puis la tourelle n'est pas tournée à tant de degrés,
chauffeur ne sortira jamais de là. Avec le blindage supplémentaire, tout, tu peux même pas ouvrir ton hatch. Parce que tu veux faire chier et le laisser dans le deck. Ça arrivait. C'est pour rire, là, mais moi, en Afghanistan, je me souviens, il y a des passes, on arrivait d'un ruisseau asséché ou une rivière, c'était vaseux, puis tu vois ça monter dans les épiscopes. Là, moi, je le disais, là, tourne ta tourelle. S'il arrive de quoi, là, moi, je vais sortir de là. Quand tu vois la chute rentrer par en haut, c'est pas drôle. Parce que tu pourrais mourir noyé dans le tank. Ah oui. Ou il arrive de quoi, là, un sniper ou n'importe quoi. Un char, je comprends qu'un char, c'est pas étanche. Oui, un char, on peut forwarder par-dessus la tourelle si on veut. Puis on a même des snorkels que tu peux aller 4 à 5 pieds par-dessus la tourelle, un coup bien mis. Puis ça, c'est flambant neuf en Allemagne. Les SEAL, après 8 mois en Afghanistan, on s'entend, c'est comme un poil Coleman qui fuit. Là. Il va tout le temps avoir un trickle. Mais normalement, oui, on est capable de passer... à quasiment 10 pieds d'épée d'eau. OK. Ouais. Donc, la procédure de la tourelle, c'était juste en cas que... Oui, un safety. Oui, un safety. Ouais. Je comprends très bien la panique qui pourrait s'installer. Faut pas être claustrophobe. Je reviens. Première mission, 2008. Ouais. Dans ce temps-là, tu es en reconnaissance? Oui. OK. Premier déploiement, comment tu vis ça? Ça faisait combien de temps que tu étais en force avant ton premier déploiement? Un an et demi. Oui, t'étais neuf. Flambant neuf. Il a fallu que ma mère signe que j'ai le droit d'embarquer sa montée en puissance, d'être déployé. Parce que tu n'avais pas encore 18 ans? Quand j'ai commencé à monter en puissance, non. OK. Fait que ça a été... Fait que tu as été garoché dans l'action rapidement. Oh, oui. Puis comme je disais l'autre fois, ma mère, elle a eu un accident cérébral. Elle a fait un anévrisme. Rien de grave. Aujourd'hui, elle s'en est remis. Mais moi, j'étais sur mon cours de métier. Puis après, à Gagetown. Puis après le cours de métier, ils te gardent sur le pad platoon un certain temps, comme GD ou peu importe, avant de te rapatrier à ton unité d'appartenance. Puis moi, à cause de l'accident à ma mère, j'ai fait un mémorandum. J'ai dit, je peux-tu être rapatrié à Québec? Mais je restais chez mes parents dans le temps. Fait que oui, ça a été accepté. Mais en arrivant au 12e, eux autres, ils m'ont vu comme un cadeau descendu du ciel. On remplit une position, ça monte en puissance. Fait que ça a été ultra rapide. Boum, fait que tu as été accueilli parce qu'il y avait besoin de manpower. Ouais. Tu avais déjà de l'expérience pour eux autres qui était très profitable sur le terrain. Là, parce que, comment je pourrais dire ça? Expliquer aux gens que quand tu es en théâtre avec des gens qui sont très compétents, peu importe tes compétences viennent de où, ça sert l'équipe et tout le monde est favorable à ça. En garnison, il y a un peu plus de jalousie, un peu plus d'envie, puis on comprend pourquoi. T'as-tu à vivre ça quand tu as commencé à monter en grade, justement, cette compétition-là? Il y a une certaine compétition, mais tu sais, je suis rentré déjà mature en rentrant avec une attitude, comme on disait. Fait que tu sais, j'ai tout le temps été vu. Où est-ce que ça fait de la jalousie? C'est parce qu'à Gagetown, sur mon corps de métier, j'ai fini dans le top 3. Ouais. Puis après ça, être rapatrié. Fait que déjà là, pourquoi lui, il s'en va au 12e plus rapidement? Puis ça se savait pas, tu sais, l'accident à ma mère, tout ça. Fait que là, OK, lui, il s'en va au 12e. Oh, il a déjà sa montée en puissance. Puis il chauffe le commandant ou 6-9 Echo, l'officier de liaison, puis il est au PC. Il est flambant neuf, tu sais. Ouais. Mais c'était à cause de ma maturité, à cause de... Ton expérience? Ben c'est ça, j'avais pas besoin de quelqu'un au-dessus de mon épaule qui, lui, est neuf. Non, tu sais, moi, tu me mets là, t'as ça à faire, ben reviens à 4 heures, va être fait. T'sais. Puis j'ai tout le temps eu cette vision-là, de voir un step plus loin, puis de comprendre la game autour de moi, tu sais. Ouais. Fait que de ce côté-là, ça a fait certains jaloux, si on peut dire. Puis après ça, je dirais, moi, je voulais pas être d'une tourelle comme telle. D'habitude, après une première mission, tout s'estompe. Je me trompe-tu? Est-ce que ça s'est estompé après ou ça a été semblable? Oui. Parce que tu retournais dans ta position au commandement? Oui. Une fois que le tour était terminé? Oui. Comment ça s'est passé le tour pour vous autres? Ça a bien été. 2008? Ça a bien été. On a eu beaucoup de pertes. 2007-2008, ça a brassé. Oui, vraiment. Mais pour nous autres, l'escadron comme tel, il y a eu des blessés, mais pour moi, personnellement, ça a bien été. Encore une fois, avec le commandement, t'es traité comme un enfant. Là. Fait que t'es pas traité comme un enfant, je veux dire, t'es traité comme un adulte. Ouais. Fait que moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, j'ai aimé ça. Puis honnêtement, je suis arrivé là avec une inconscience totale. Ils vont donner des cours sur c'est quoi l'Afghanistan, T-CCC, c'est quoi un T-CCC, c'est vraiment secourisme avancé. De premiers soins avancés en zone de combat. Par exemple, on l'expliquait, je pense qu'on fait des tourniquets. Un garrot qui n'est pas légal ici au Canada à faire comme manœuvre, mais sur le champ de bataille, c'est permis. Mais c'est ça, je me souviens, ils nous faisaient chopper l'artère d'un cochon, patcher ça avec du quick lock, puis tout, en tout cas. Puis, tu sais, ils te font ça, mais c'est tout comme un passage obligé. Tu sais, de dire, hey, ça arrive pas, là, mais on va le faire. Ouais.
Puis là, à un moment donné, tu te rends compte de « Ah, Chris, ça arrive. » Mais tout le long de ta mission, tu es comme « Ah, ça arrivera pas. Ah, c'est nous autres les plus forts. On peut pas perdre. On peut pas. » Puis le moment donné, il y a certaines affaires qui viennent comme te faire ça d'en face. Puis là, tu fais comme « Oh, j'avais pas réalisé que c'était pour vrai. » Fait que ça m'a donné comme un coup d'en face, mais dans le bon sens, en voulant dire « grandis maintenant. » Oui, j'étais mature, oui, j'avais tout ça, mais j'avais dans la tête, c'était un jeu. T'sais. Ça a tout été un jeu pour moi. Puis tu ne peux pas m'attaquer physiquement. J'ai jamais mangé un coup de botte à cap, là, moi, au cours de recrue d'en face. Vas-y, man. Il y a 24 heures d'une journée, tu peux pas me faire chier 25. Il y en a 24, demain, c'est un autre jour. Ça avance. T'sais. Fait que vas-y, man. Fait que tu avais vraiment cette mentalité-là de soldat. D'être capable de... Mentalement, puis on n'en parle pas souvent à quel point la force mentale est importante dans le service militaire parce que les capacités physiques, on en a, puis même quand on pense qu'on est arrivé au bout de nos capacités, on est encore capable d'avancer. S'il y a une chose que les hommes et les femmes qui ont servi les forces ont compris, c'est celle-là. Souvent, le blocage va être au niveau du cerveau. Parce que j'essaie de dresser le profil, comment tu te sens à ce moment-là après une première mission? Tu te sens-tu shaké? Tu te sens-tu juste plus fort? Ou tu sens déjà qu'il y a une première faille avec la santé mentale? Il n'y a pas une première faille avec la santé mentale. Mais il y a une grosse désillusion par rapport au système et à la chaîne de commandement. De la façon dont ça fonctionne. Oui. OK. Puis de bien comprendre que l'armée, ta carrière dans l'armée ne dépend pas nécessairement de l'armée, mais de certains individus qui t'ont en charge. Puis ça, je l'avais comme pas compris. Tu sais, en étant d'un cadet, en étant tout ça, j'ai tout le temps vu ça comme c'est un gros système, puis tu performes, ça va être vu, let's go, on te pousse. Ou tu ne performes pas, ben t'es une sauce, ben désolé, t'es une sauce. Ouais. Puis on le sait où ce qu'on se situe. Tu veux expliquer c'est quoi une sauce? C'est la première fois que quelqu'un dit sur cette chose. On va avoir un lexique. Ouais, un lexique du militaire. Puis on ne voit pas passer. Une sauce, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas très performant. C'est ça. Okay. Puis veut pas, sans aucun ego mal placé, tu le sais où ce que tu te situes dans ta carrière, puis tu le vois autour de qui tu tournes, puis avec qui tu t'entends bien, puis ça va bien. Tu te dis, j'irai à la guerre avec lui. Puis d'autres, puis voilà. Ouais. Fait que c'est ça le système. Mais là, tu te rends compte que là, tu es en temps de guerre, tu es en mission, c'est live. Là. Puis là, il y a des décisions qui sont prises que tu fais comme... T'as un peu, on n'est pas en garnison. Là. Tu mets ma vie en danger. Pour quelle raison? T'sais, un exemple, on faisait des patrouilles, il fallait aller swiper un village, dire s'il était vert ou rouge, peu importe, pour des opérations futures. Mais on est arrivé là, on fait une choura, on fait nos choses, on revient, il est 3 heures. Le commandant, non, il n'y a pas personne rentre sa fob avant 4 heures. Il voulait que vous soyez sur le terrain jusqu'à 4. Oui, mais c'est pas pour créer une présence sur le terrain, parce qu'il y a d'autres gars, il y a d'autres mondes. Nous autres, on a une job à faire, on est allé bien la faire, puis on revient. Les gars sont sur le terrain. Là, on le disait à la blague un peu, on est dans un cercueil roulant, en coyote, là, tu sais. Oui. Puis il y a encore des pièces sur le bord du chemin en rentrant à Spinboldac d'un coyote qui a explosé la semaine avant qu'on arrive. Ils n'ont même pas tout ramassé. Puis il y avait un cimetière de véhicules détruits. Puis là, nous autres, on y va, là, on vient de faire 200 quelques kilomètres dans la journée, là, puis on rentre, là, tu sais. Puis tu nous dis de pas rentrer, il est 1 heure trop de bonheur. T'as un peu, là, tu sais. Puis là, ça a commencé de même, puis il y en avait de plus en plus. Puis là, tu fais j'ai envie de t'interpeller, Fred, là-dessus. Ouais. Si on t'avait dit, pour une raison X, quelque chose qu'on ne peut pas répéter, qui est d'intérêt de la sécurité nationale, que vous devez être sur le terrain 1 heure supplémentaire. Oui, je l'aurais compris, à 100%. Donc, le manque d'informations sur l'objectif final, si c'est incohérent dans ta tête à toi, c'était plus difficile à accepter. Ouais. On était plusieurs comme ça, de penser que l'armée nous mettait à risque davantage, pour une raison ou pour une autre. Ouais. Mais en même temps, tu ne penses pas que c'était notre métier? Oui, mais dans certaines guidelines, si je peux dire. Il y a eu d'autres gros épisodes dans ma carrière, puis mon PTSD découle en particulier de une qu'on pourra aborder tantôt. Là, ouais. Mais il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être, je pense. Puis que, tantôt, je te disais, je me considère... Es-tu confronté à ce que je te dis là? Non, aucunement. Okay. Aucunement. Mais je le vois d'où ce que tu arrives, puis c'est parce que j'ai fait un bon cheminement à le décortiquer, justement. Ouais. Puis je me sens pas confronté.
Mais l'épisode que j'ai en tête, pour moi, c'est concret que c'était illégitime de nous faire ça comme ça. Est-ce que tu peux faire une différence entre, exemple, un soldat employé dans une position, exemple, de leadership, qui interprète mal les ordres ou va te donner un ordre qui va être illégitime parce que personnellement, il vit une émotion ou personnellement, il pense que on devrait faire autrement, et de ne pas donner l'information parce que ça peut être primordial pour mener à bien la mission. Il y a deux choses complètement différentes là-dedans. Oui, je comprends. Mais... Est-ce que tu penses que c'est les individus ou tu penses que c'est le système? Il y a un certain niveau, c'est le système. Puis, tu sais, encore là, you just need to know the bases. T'sais, on l'a tout déjà entendu. Tu as juste besoin de savoir la base, fais ta job, le restant en arrière, il y a de quoi qui joue. T'sais. Tout le monde connaît un peu son carré de sable sans nécessairement connaître le carré de sable des autres. Puis ça, ben, ça sert à mener à bien la mission. Oui, ça, je suis d'accord. OK. Mais il y a d'autres places où l'individu... Tu sais, tantôt, je te disais, je me suis toujours considéré un enfant dans ce monde-là parce que pour moi, je suis rentré le plus jeune puis que j'avais tout à apprendre de tout le monde. Mais à un moment donné, ça a été long, mais en thérapie puis en tout ça, je me suis rendu compte que ce feeling-là, tout le monde l'a à un certain niveau. Fait que t'as beau être un caporal ou t'as beau être un capitaine ou un major, t'es tout le temps un enfant quand t'arrives dans ton grade ou dans ta position ou dans ta responsabilité. T'sais. T'es toujours le pouf de quelqu'un. Ben, c'est ça. Fait que est-ce que moi, ça se peut que j'aie pris des décisions que j'aurais pu prendre des meilleures décisions dans tel ou tel scénario? Oui. Mais est-ce que ça se peut que mon capitaine ou mon chef de char ou peu importe? Oui aussi. Lui aussi, c'est un enfant de quelqu'un à un moment donné, ou un pouf de quelqu'un. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu viens comme à réaliser puis à faire la part des choses puis à comprendre, OK, oui, OK, il a peut-être chié dans la pelle, mais c'est-tu vraiment de sa faute? Y a-tu de quoi, je sais pas, comme tu le mentionnes? Fait que, il y a tout ça qu'il faut que tu repasses aussi. C'est ça que des fois, c'est comme dur d'aller jouer. T'sais. Faire servir le Canada avant soi-même, c'est l'essence du service militaire. Puis des fois, ça peut peut-être être difficile dans une carrière complète, de toujours mettre le Canada avant soi-même. Parce qu'à un moment donné, il arrive un enfant dans ta vie. Tu vas te marier, tu as une femme. Donc, tu as des considérations externes qui, quand à l'embauche, t'avais pas. Ouais. Donc, ça aussi, ça peut être différent au fur et à mesure que tu chemines dans une carrière militaire. Et de considérer le Canada avant soi-même, c'est vraiment pas évident. Non, je suis d'accord. Et ça peut mener aussi jusqu'à risquer sa vie une heure de plus sur le champ de bataille. Ça, je suis d'accord. Ah ouais. Est-ce que tu veux tout de suite me parler de ce que tu as avancé par rapport à une incohérence de commandement qui a amené justement ta blessure, pas ta blessure de stress opérationnel, mais ton état de stress post-traumatique? Ben dans le fond, ça découle de loin, pareil. Ton enfance joue sur qui que t'es, puis après ça, ton cheminement, puis tout ça. Puis, dans les cadets, dans l'armée, je me suis vraiment trouvé une famille, puis je me suis vraiment trouvé, il y a quelqu'un qui a got my back, quelqu'un qui a mon cul, pas juste le binôme, mais dans ta gang, dans ton entité, justement, le Canada, puis tout. Ouais. Puis quand j'étais tanker, justement, on faisait des opérations, puis notre but puis notre mission à ce moment-là, c'était d'ouvrir Hyanna Road, la route Foster. Ouais. Puis c'était miné, puis d'ID, puis en enragé. Puis on est arrivé sur une scène, puis moi j'étais chauffeur à cette époque-là. Quand on est arrivé, c'est nous autres, il fallait qu'ils punchent dans le village en premier. J'avais le char avec les rouleaux, même si j'avais du monde dans Tourelle, assez important. C'était Léopard 2? Oui, Léopard 2. Avec le système de chaîne en avant pour du déminage, c'est ça? Oui, c'est des gros rouleaux en fonte en métal, dans le fond. Ouais. Puis ça roule, puis s'il y a de quoi à blower, ben ça va péter en dessous des rouleaux et non en dessous de tes chenilles. Êtes-vous supervisé par les ingénieurs? Parce que c'est une compétence d'ingénieur du déminage, là? Non, là-dessus, on n'est pas... Sur cette mission-là, les ingénieurs étaient avec nous. Oui. Mais normalement, les tanks avec les rouleurs... Ça fait partie de vos compétences à vous autres. C'est de nos compétences. OK. Puis, tu racontais dans une entrevue, en fait, on s'est vu... Je t'ai reçu à Libre et Sans Tabou avec José Arsenault. Tu me racontais que la drill dans les chars, justement, quand vous avez commencé à déminer la route Foster, les mouthpieces étaient nécessaires pour ne pas vous péter les dents s'il arrivait
une explosion. On était censé les avoir, ils nous les ont jamais donnés, Non. mais dans la drill, c'était ça qui était supposé. OK. C'est pas juste pour se péter les dents, c'est vraiment si le blast est trop fort, ben tu fais une commotion cérébrale ou quelque chose, tu peux pas t'avaler la langue, t'étouffer. C'est souvent pour ça le mouthpiece aussi. C'est pas nécessairement juste pour les dents. T'sais. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire, à revenir à l'événement, on est le premier char en avant, il faut puncher dans le village. On pète une première fois sur une mine antipersonnelle. Fait que là, ça fait pouf de poussière en dessous des rouleaux. Ça brise absolument rien. Mais tu le sais, tu viens de péter. T'es pas là pour manger un gâteau de fête. Là. Ils veulent pas que tu sois là. Puis ton char a commencé à avoir des dommages. Ben, c'est un tank, non. Pas une mine antipersonnelle. Non, Okay. Sur un rouleau, ça fait aucun dommage. Absolument rien. Okay. C'est numéro 1. On peut faire ça journée longue, c'est pas grave. Puis là, après ça, OK, bon, on se repositionne un peu. Là, la poussière redescend. Après ça, on continue à avancer. Il y en a une deuxième qui pète, mais l'autre bord. Boum! Tu sais, moi, je suis en bas à terre. Là. Puis, tu sais, d'un blindé, on le sait pas mal. Ceux qui mangent le coup, c'est le chauffeur en bas. C'est tous eux autres quasiment qui sont morts, tu sais, en général. Fait que moi, je suis en bas. Pour plusieurs raisons. Je veux juste qu'on l'explique aux gens. Quand tu dis je suis pratiquement assis à terre, entre le terrain et le blindage, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et vous savez, une explosion, pour te sauver le cul, il faut que ça soit déflagration, soit poussé vers l'extérieur. C'est pour ça que certains chars sont faits en V, mais ta position de chauffeur est loin d'être faite en V. C'est plate, puis souvent, quand la mine va sauter en dessous, ben, ça va passer au travers. Ouais. Dans les nouveaux véhicules qu'on avait, les nouveaux tanks, c'était les A4 et A6M, comme j'expliquais l'autre jour, là, avec la mention mine. Ouais. Puis dans le fond, eux, il n'y a rien, même la tourelle, il n'y a rien qui est vissé dans le plancher du tank. Tout est vissé au-dessus de la coque. Fait que le chauffeur est assis dans un hamac en Kevlar, si on peut dire, puis tu es attaché par 6 points au plafond. Fait que quand même qu'il y aurait un onde de choc, tu vas la sentir, c'est sûr, mais il n'y a pas un lien direct. Au moins, ta colonne ne prendra pas l'onde de choc directement. Ouais. Fait qu'on avait ça qui nous aidait un peu, mais le plancher, c'est pas comme un Niala, c'est flat. C'est ça. Là, mais encore une fois, les gens qui sont spécialistes en explosifs, plus que tu donnes de l'espace, de l'air, plus ton explosion va faire moins de dommages. Plus c'est confiné, plus ça va être... que les partiments en fusion vont pénétrer le blindage puis tuer le chauffeur. Donc, dans le fond, c'est ça. Ouais. On fait péter une première mine antipersonnelle, deuxième mine antipersonnelle. Là, à un moment donné, c'est parce que tu commences à le voir, le pattern. Là. Il y a un pont en avant qu'on est censé aller rouler. Là. Il y a une calvette. Là. Fait qu'à un moment donné, tu te fais là... on les appelle-tu les ingénieurs? Là? J'ai boire des rouleaux. On le sait qu'il y a quelque chose en avant. Là, attends un peu, replace-toi, là, on continue. Bon, troisième shot. Boum, ça repète encore. Tu veux-tu expliquer aux gens le 1+1 dans l'armée? C'est... je sais Parce que là, tu le dis sans que que ton cerveau fonctionne automatiquement à ce moment-là, mais si tu as une explosion, comme soldat, tu t'attends à ce qu'il y ait une autre explosion. Ouais. Donc, c'est ça la technique du 1+1. Donc, c'est pour ça que tu dis, il y a une calvette qui s'en vient, y a-tu un plus gros explosif qui nous attend, right? C'est une daisy chain, quasiment, qu'on appelle. Qui prend la décision à ce moment-là? C'est mon chef d'équipage. À ce moment-là, là, ça fait 2 fois. Puis d'accord, on n'a pas de dommages, mais on le voit clairement, puis on s'en va vers une calvette. Fait que là, il me dit, replace-toi, puis on continue à avancer, c'est notre job. Et, OK, on avance. Troisième, ça reblow encore. Mais là, c'est parce que moi, je me suis repositionné avec mon tank. Puis je le vois le pattern là, sur le terrain. Là. Clairement, on a rentré dans le village sens contraire. Puis eux, c'était pour qu'il y ait un VBL d'infanterie qui pète sur la calvette. Puis l'autre bord, ceux qui venaient les secourir, ben là, c'est l'infanterie qui pétait sur toutes les antipersonnels. Ouais. On le voit, le pattern, c'est écrit là. C'est bail de boucle. Parce que nos drills étaient démontés. Même si on restait sur la route, ça restait que les mines antipersonnelles étaient sur la route. T'sais, on a un poster quand on arrive à Kandahar, là, ben, c'est une image du poster qui est là devant nous autres. Là, puis moi, en bas, chauffeur, je le vois. Là. Puis là, à un moment donné, dans un temps qu'on se parle tout le temps, on est sur la IC, puis on se parle tout. Puis il y a tout le temps une dynamique, puis surtout quand ça blow, là, on se parle. Puis là, il n'y a pas personne qui parle. Puis il y a juste le chef d'équipage. Puis tu sais, c'est correct, chapeau à lui, il a fait sa job, c'est le numéro 1, j'y en veux pas, puis c'est correct. Mais moi, à ma personne en tant que chauffeur dans le trou en bas, je le vois le pattern de ce qui se passe. Puis quand j'ai dit c'est ça qui se passe, ça s'est pas écouté. Puis là, lui, il me dit c'est notre job, fait que tu vas avancer puis tu vas la rouler. Mais là, c'est parce que moi, je le vois qu'il y a une calvette en avant. Là, puis je viens de péter 3 fois. Ouais. Puis quand tu dis péter, c'est un coup de 2x4 pareil dans ton casse à chaque fois. Là. Fait que moi, j'ai dit attends une minute, là, m'a restrappé mon banc puis on va y aller. Mais as-tu une idée de la grosseur? Tu te sens dans ton hamac en bas là, à ce moment précis-là? Là?
Puis là, tu me Puis pas juste ça, tu as à composer avec les émotions que tu vis parce que tu souhaiterais un peu plus de vigilance de sa part. À 100%. Puis les ingénieurs sont dans notre cul, là. On a la suite. Disponibles. On a la suite E-Rock de disponible sur l'autre réseau. C'est pas comme on fait une demande de Airstrike puis il n'y a pas d'avion. Ils sont là pour ça. Là. Mais non, c'est... Tu t'assines-tu longtemps? Pas en tout, zéro. Okay. Je vais strapper mon banc, je vais peser sa pédale. Tu veux qu'on fasse ça, mon esti, on va le faire. Les dents serrées. Okay. That's it. Moi, je suis prêt. Là. J'ai signé un chèque en blanc, on y va. Mm-hmm. Fait qu'on y va. Puis j'ai commencé, je me suis strappé comme faut, puis j'ai commencé à avancer avec tous les petits changes que je pouvais avoir. Puis, il m'en est sur l'autre réseau, on a entendu Tango 3-3, stop drop. On a arrêté. J'ai même pas attendu que mon chef d'équipage dise rien, j'ai crissé les breaks. Puis, parce que moi, j'avais l'autre réseau, c'est heures. Ouais. Puis, à ce moment-là, j'étais en calice, j'étais en sacrament, mais j'étais très, très, très soulagé. Puis, là, dans mes headsets, moi, c'est 15 ans passés après, l'interprétation que j'en ai, c'est qui m'a dit « Ah ouais, recule », avec un heure qui est en tabarnak parce qu'on l'a pas fait. C'est peut-être pas ça qui s'est passé, mais mon lui, il était confronté dans son leadership, bien entendu. Il a pris une décision, puis là, il y a un contrat qui arrive, puis elle est légitime. C'est-tu moi qui a interprété ça comme ça, puis aujourd'hui, c'est ce que j'ai dans ma tête, puis ça s'est-tu passé autrement, je sais pas, mais présentement, mon interprétation, c'est ça qui s'est passé. Sais-tu quoi? J'adore ça, ce que tu fais là. J'adore ça parce que c'est vrai que tout ce qu'on a vécu est une interprétation de notre perception, de notre vision, de notre senti. Puis quand on le raconte, il y a des gens qui peuvent être avec nous à la même place, puis pas avoir vécu la même chose, pas avoir vu les mêmes affaires. Moi, je trouve ça très intéressant que tu dis ça, puis je le disais moi aussi dans mes premières entrevues. J'ai dit ce que je vous raconte aujourd'hui, là, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que j'ai perçu. C'est pas nécessairement à 100% la vérité. Je vais essayer de te le raconter de la façon la plus authentique possible, mais il est possible que quelqu'un qui était là avec moi le perçoive, il l'ait vécu différemment. Ouais. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui est importante, surtout qu'après plusieurs années, puis tu dis, on se fait des structures de sens, on aimerait que se conforter des fois aussi. On pourrait parler de d'autres figures de cas où est-ce que, même que des gens qui ont la perception d'avoir vécu des choses, qui n'ont jamais vécu les choses, parce qu'ils étaient tellement investis que de façon inconsciente, ils ont inventé leur présence dans une opération ou une autre. Anyways, c'était une autre parenthèse que je voulais faire, mais continue avec cette opération-là. Donc, c'est ça, en crise. Sur le réseau supérieur, on se fait dire on arrête ça, puis moi j'arrête, sur le coup. Puis on se retraite dans mes traces, parce que là, je viens de péter 3 fois, ça se peut-tu qu'il y ait une d'autres éparpillée à 100%, puis on n'a pas de rouleau si on recule. Fait qu'il y a-tu une anti-char au travers, ou y a-tu quelque chose? Je recule dans mes traces, puis je m'en vais me positionner dans une place que E-Rock, ils m'ont fait un spot me reculer. Puis à ce moment-là, on est à peu près... C'est quoi E-Rock? E-Rock, c'est des mineurs américains. C'est les ingénieurs américains. Parfait. Puis je me recule dans le spot qu'ils m'ont fait, puis après ça, ils ont avancé, puis avec le UAV, ils ont dit il y a un hotspot, ça calvette. Parce qu'il y a une caméra infrarouge, ils voient s'il y a quelque chose d'enterré, c'est plus froid, plus chaud, peu importe. Il y a un contraste de température. Fait qu'on on les a vus aller, puis ils sont allés avec le robot, puis en dessous de la calvette, il y avait un 45 gallons d'HMI avec une charge conique. Est-ce que tu veux expliquer aux gens HMI? HMI, c'est du nitrate d'aluminium avec de l'engrais. Puis quand il y a un burst électrique, ça fait une ignition. Je ne suis pas un professionnel. Là. Il y a ceux qui se connaissent ça, peut-être bien pourront me corriger. Là. Mais de la manière qu'on se l'est fait expliquer, c'était ça. Puis quand il y a un spark, ça fait une réaction, puis ça blow. Puis la charge conique, c'est comme n'importe quoi. Tantôt, on parlait de la déflagration. Il faut que ça sorte pour être diffusé. Mais si tu fais une charge conique, tu le concentres. Ouais. Fait que c'est décupler la force. Puis les ingénieurs, ils nous l'ont dit, ils disent que c'était fait pour ouvrir une bedaine de tank. Là. Fait que tu sais, je m'en allais dessus. Là. Tu le vois dans mes traces. Puis après ça, ils ont envoyé le dette avec le robot. Ça, tu le sais pas tout de suite. Ah non, à ce moment-là, tu le sais après, quand tu as le rapport d'incident. Puis là, on l'a su tout de suite parce que je me suis reculé de 40 pieds. Les ingénieurs américains, ils ont envoyé le robot en dessous de la calvette. Ils ont tout fait leurs affaires. Les ingénieurs sont allés, ils ont fait une blow-in-place. Puis la calvette, on a reçu des morceaux de béton sur le tank. On était à 40 pieds. Okay. Fait que je l'ai vu, c'était gros comme une piscine hors terre. Puis ça, je serais pas là pour t'en parler. Fait que dans mon genre de traumatisme, on peut dire, j'ai même vu le dénouement en face de moi. Tout ce qui manquait, c'était qu'on soit dessus, à cheval dessus. Puis quand que je disais tantôt, il y a certains éléments que tu te sens comme un enfant, ça se peut que tu prennes des mauvaises décisions. Bien, lui, peut-être qu'aujourd'hui, il consulte parce qu'il s'en allait prendre une mauvaise décision. J'en ai aucune idée, j'ai jamais reparlé. Peut-être causer la perte de tout le monde. Bien, peut-être que lui, il vit mal avec ça aujourd'hui, puis peut-être bien ça va passer par-dessus la couverte, puis c'est pas grave, tu sais. Longue carrière à lui. Mais moi, ça m'a dit, attends un peu, là.
t'as fait confiance toute ta vie que tu étais entre bonnes mains puis qu'il y avait ton cul, mais il t'envoyait là. T'sais? Le Champ-Bâtard, il n'aurait pas nécessairement pris la bonne décision. Zéro. Puis il travaillait pour sa médaille, puis c'était qui n'aura pas le plus de kilomètres. Puis on a blowé 8 fois en 3 semaines. Puis il se valorisait avec ça. Je dis pas c'est ce qu'il faisait, mais en revenant à un moment donné, on a vu la guerre. Puis il y en a qui se gonflaient le chest. Oh, puis c'est intéressant. Un moment donné, tu fais comme, ouais, t'as peu, parce que moi j'ai 2 tours, puis je commence à être tanné de l'avoir. Les commotions cérébrales. J'ai des choses à perdre. Comme tu dis, à un moment donné, tu grandis aussi, puis tu dis, oui, j'ai fait 2 tours de combat, c'est cool, mais mettons, il y en aura un 3e, ça m'irait aussi. T'sais. Écoute, c'est pas la première fois que je vois ou j'entends que quelqu'un court après l'action. Penses-tu que ça peut arriver plus qu'on le pense, que des gens ont couru après des, je vais dire, leur fait d'armes? 100%. 100%, puis de voir des portes de VBL s'ouvrir, puis les gars, ça sort, puis high-five après en arrière. Il y a l'adrénaline, je le comprends. Ouais, ça, je l'ai vécu. Moi, pareil, la première fois, j'ai sauté avec les rouleaux là, en sortant d'une fob, puis tout, j'ai crié « Wow! » C'est irrationnel, hein? Comme si j'étais au glissade d'eau à Valcartier. Ouais. Puis mon gunner, un gogo, qui rentre ses IC, il dit « Man, c'est pas drôle, arrête ça. Là. » Moi, je venais de manger un coup de masse dans le chest, puis tu sais, esti, je l'ai vécu, puis je suis pas mort. Puis je me touchais les jambes, mais ça, j'avais encore les deux, puis là, je t'ai lâché. J'ai pas de mots. T'en sortais victorieux, en fait. Ah. Puis ça, je sais le sentiment que ça donne. Ah. Puis le sentiment sur le coup, c'est que tu te poses même pas la question, y a-tu du monde de blessé, tu sais? Non, pas tout. Y a-tu du monde qui souffre de ça? C'est comme, tu le vis tout seul, puis t'aimerais ça le vivre avec les autres parce que t'es excité. Puis là, tu réalises que les autres réagissent pas de la même façon. Fait qu'ils font blower ça sur place. Ouais. Piscine. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Est-ce que tu avais, avant ça, vu une explosion si grosse que ça? Comme ça, non. On a vu des centaines de blow in place, des choses comme ça. Mais grosse de même, puis c'est sûr, là, j'étais dans l'émotion. Là, elle était faite pour moi, autrement dit. Là. C'est sûr que moi, elle a resté gravée. Je lis l'image. Puis je me suis demandé souvent en thérapie, puis tout. Essaye de mettre ça de côté, puis genre, tu t'es allé faire une autre mission, puis ils s'en sont occupés, puis tu l'as pas vu. Mais c'est très compliqué. Puis d'avoir vu le dénouement, puis d'avoir vu de « Hey, attends, c'est parce que là, ça a levé 200 pieds dans les airs. Puis si j'avais été dessus, il y avait à peu près 25 cm à lever. Ouais. T'arrêtes là. Non, le char, tout le monde décède là-dedans. Ah, c'était fini. Tout le monde décède, puis ça ne veut pas dire qu'il n'était pas prêt, encore une fois. Non. 1+1 à peut-être servir un ambush. Ben oui, peut-être. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu as speaké up, parce que tu as parlé à ton chef de char que le commandement a pu entendre non, parce que c'était sur cette position-là? OK. Donc, vous étiez à la communication interne du véhicule. Ouais. Juste pour expliquer aux gens, c'est quoi ici? Non, c'est correct, c'est mon travail à moi que tout le monde comprenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent via TVC Basse-Lièvre, ma télé, sur ce réseau-là également. Donc, c'est pas des gens qui sont très familiers avec le militaire. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là avec un trou comme une piscine sur la route? Vous ne pouvez plus passer là? Non, là, on a fait... les ingénieurs, ils font tout le temps de reconnaissance après, là, voir si tout est vraiment détruit, des explosifs, tout ça. Fait qu'ils vont faire leur assessment. Puis nous autres, après ça, on a juste retourné à côté. On a fait un autre breach dans le village. Vous l'avez contourné, la route? Oui. OK. Ouais. On a passé d'une calvette, d'un ruisseau, si on peut dire, là, à côté. Puis parce que ça aussi, c'est périlleux. Tout au long du temps que j'ai passé en Afghanistan, ce qu'ils disaient, c'est rester sur les routes pavées. Mais encore là, on a appris avec le temps que les routes pavées n'étaient pas mieux que les hors-route, parce qu'à un moment donné, les gars se promenaient en hors-route. C'était-tu votre cas? En tank, 95% du temps. Sauf si on était dans un village, des choses comme ça, puis là, pas tout défaire. Dans le fond, là, on respectait. Oui. Mais encore là, c'était nous avec les rouleaux en avant, puis on y va doucement. Mais sinon, en tank, aussitôt qu'on pouvait sortir, on était sorti. J'ai envie de te demander, parce qu'un tank, c'est impressionnant. C'est gros, ça fait du bruit quand ça roule. Tu sais que ça s'en vient, la terre shake. Est-ce que vous deviez aviser les villages avant de se présenter là pour... si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, la dernière fois que des chars avaient été utilisés en Afghanistan, c'était les Russes. Oui. Et on m'avait dit que approche un village avec un char, puis tu vas voir le monde vont courir en sacrifice. Est-ce que c'était le cas? Pas de ce que moi j'ai su et connu, parce que comme je te dis, nous autres, notre mission, on a fait certaines opérations dans les villages, puis encore là, c'était à des gros niveaux. Quand ils nous faisaient venir, bien souvent, c'est parce qu'il y avait déjà du monde de rentrée. Fait que, c'était pas de la patrouille, là. Non. C'était pas une patrouille de présence.
Mais sur la route Foster, Haina, là, il y avait beaucoup plus de patrouilles de présence. T'sais, ils nous faisaient revenir à Massamgar le soir, qui est peut-être 40 km, peut-être, là, mais juste pour faire une présence tout le temps. T'sais. Puis normalement, on aurait été supposé être stagé comme la route s'en allait, si on peut dire. Là. Mais il y a eu plein d'autres choses à plus haut niveau que 100% correct, là, puis c'était ça le mandat. Mais en tant que notre mission 1, c'était pas nécessairement de faire de la patrouille comme ça. Fait que l'élément de surprise, puis tout ça, tu le vois que ça arrive, mais ben, souvent il y a un cordon extérieur qui empêche le monde de sortir, ou il y avait des opérations dans les montagnes, puis on faisait des leaguers dans le désert, où on était stagé 2-3. Tu veux expliquer aux gens c'est quoi un leaguer? Un leaguer, c'est où ce que tous les éléments, mettons, d'une troupe de tanks vont venir se stager, puis ils vont tous rester là. Puis des fois, c'est juste un écran, faire un show of force, une présence pour dire il y a une opération l'autre bord de la chaîne de montagne, puis tous les corridors de commerce d'armes, si on peut dire, ça passe dans la vallée. Ben nous autres, on va aller bloquer la vallée pendant 2 semaines. Fait que, tu sais, mettons que les talibans, ils veulent rentrer du stock parce qu'ils savent que la coalition va rentrer, ou la coalition est rentrée, puis là, du monde veut sortir avec du stock, on est là. Fait que, c'est le monde qui sont désespérés, qui veulent vraiment sortir, ben là, c'est des chars qui ont en face. T'sais. Vous allez entendre au travers des récits des vétérans souvent parler de la route Foster, qui était de Death Road. C'était la route que on a perdu beaucoup de Canadiens et de membres de la coalition sur cette route-là. Avant, cette route-là avait un autre nom, puis il y a un film qui a été fait. Tu veux-tu le dire aux gens? C'est Hyena Road. Je ne sais pas sur quelle plateforme qui est disponible. Ouais, mais moi non plus. Ça a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Puis les clichés qui ont été pris dans le film, on voit Hyena Road un bon bout avec des tanks, tout ça, c'est nous autres, c'est notre gang. Les cinéastes étaient dans nos convois pendant qu'ils prenaient les images. Fait que c'est très représentatif. Oui. Puis quand on est arrivé à Massamgar, je pense qu'on a fait 2 semaines. Puis après ça, ils nous ont dit, votre mission, c'est ouvrir Hyena Road. Puis au bout, complètement, il y avait une fob qui s'appelait Robinson. Puis quand on est arrivé, nous autres, on a passé par la rivière au complet pour aller voir les commandants américains qui étaient stagés là. Parce qu'on ne voulait pas prendre la route parce qu'on n'aurait pas fait 10 km. Tout aurait blowé. Là. Mais fait qu'on a pris le riverbed, puis on s'est en allé là, escorté d'hélicoptères américains, puis tout ça. Puis quand on est arrivé, les gars là-bas, des Américains avec ta shape, là, qui mettaient des genoux à terre, puis nous serraient dans le bras, puis qui braillaient. Les gars n'avaient pas eu de ration, ça faisait des semaines. Même les hélicos n'allaient plus là, ils se faisaient grêler dessus à tous les jours. Ils étaient encerclés. Puis nous autres, on est arrivés là en tank, hey, comme des touristes, les Canadiens, vous êtes qui? Ouais. On sert c'est la même mission, juste des drapeaux différents. T'sais. Puis je t'ai dit, je vais m'en rappeler toute ma vie. Dans le tête, on venait de le sauver la vie. Là, il y avait un signe extérieur qu'il y avait encore du monde qui pensait à eux autres. Là, puis là, à partir de là, la grosse mission s'est débloquée. Mais ça a été quelque chose de... Combien de temps ça vous a pris? Je veux dire, rendre sécuritaire cette route-là, même si elle l'était pas, là, parce qu'on le savait par expérience, on clairait la route, puis après ça, les gens retournaient pendant la nuit enterrer d'autres explosifs improvisés. Bien, ça s'est fait progressivement, parce que c'était pas juste reprendre la route, ils l'ont vraiment refaite. C'était rendu ils l'ont pavé aussi? Pavé d'un bout à l'autre. Puis c'était les Afghans pour encourager le travail local. Oui, il y avait les Seabees qui étaient, c'est la voirie de combat américaine, si on peut dire. Ils faisaient le gros du déminage, les choses comme ça, avec les bulldozers blindés et tout ça. Mais c'était des chauffeurs de camions-bennes qui étaient afghans. Les paveurs, c'était des Afghans. Puis c'est toutes des machines archaïques. Là. C'est pas la voirie ici au Canada. Là. Fait que ça allait très, très, très progressivement. Puis je te dirais, ça a pris facilement... J'ai de la misère à savoir parce qu'on a été dispatché sur d'autres opérations au travers aussi. C'était une opération parmi plein d'autres opérations. C'est ça. Fait que, on s'alternait dans les troupes de qui va être sa route, qui va être ses autres opérations. Mais je te dirais, ça a duré quasiment 4 mois et demi, juste ça, là, à faire le gros de l'escorte pour cette route-là. J'ai envie que tu me racontes un peu plus sur l'incident, justement, qui t'a amené à pratiquement risquer ta vie. Comment ça se passe une fois que tu retournes au camp avec ton chef de char? Est-ce que vous avez une discussion par rapport à ce qui vient de se passer? Non. On l'a avalé. Puis... Les deux, chacun de votre côté, vous avez mangé vos émotions puis continuez à travailler ensemble. Ouais. Il nous restait 6 mois à faire quasiment. Fait que, on l'a fait. Puis à la fin, quand ils ont demandé, ça prend des volontaires de rester plus longtemps. J'ai levé ma main, je suis resté un mois quasiment et demi de plus. Puis on l'a fait. Puis, est-ce que lui est resté avec toi aussi? Non. OK. Non. Lui a décidé de quitter.
Lui, c'était un officier, fait que dans le fond, il y avait peut-être d'autres tâches ailleurs. Tu restais là ou pas? Okay. Est-ce que c'est commun dans des chars d'avoir un officier comme commandant de char? Juste les leaders de troupes. OK. Je savais pas ça. Ouais. Moi, dans le fond, C'est quoi le rang d'habitude? Capitaine? Capitaine ou major. Ouais. OK. Puis, c'est ça, capitaine ou major, normalement. Puis moi, dans le fond, j'ai été qualifié sur toutes les positions requises. J'ai été qualifié de toutes les positions sur un char aussi. Mais je voulais pas aller d'une tourelle. Moi, j'ai tout le temps voulu chauffer des trucks. Fait que j'étais le seul chauffeur qui était Zulu d'un troupi, dans le fond. Puis j'avais la map avec les 2 réseaux. Puis quand il se passait quelque chose, ben lui, il faisait sa guerre. Puis après ça, je briefais mon chef d'équipage. Tu sais, j'étais d'une position... J'étais qualifié leadership, mais j'étais chauffeur. Ouais. Puis souvent, chauffeur, pour expliquer aux gens, c'est quand on commence notre carrière, on est chauffeur. Mais moi, j'étais qualifié sur toutes les positions, mais je voulais être chauffeur. Ça a bien à donner. Ça prenait un chauffeur senior. Puis moi, j'occupais cette position-là, dans le fond. Ouais. Vous avez grand respect pour les chauffeurs dans toutes les missions confondues, parce que votre position est tellement vulnérable. Ah ouais. Vous êtes pogné là, c'est pas compliqué. C'est un cercueil. C'est un cercueil pour vous autres. Énormément de reconnaissance pour ce que vous avez fait. Est-ce que tu l'as revu, ce commandant-là, plus tard dans ta carrière? Jamais? Non. Puis, tu sais, c'est correct, il a continué sa carrière. Je sais qu'il est allé à Gagetown, il a fait des choses dans le monde des chars, dans le 12e. Puis, tu sais, encore une fois, j'ai aucun... tu sais, je vis ce qui m'est arrivé comme ça. C'est mon cheminement personnel. Alors, puis les gens peuvent l'interpréter. Tu l'as bien dit. Il y avait pris une décision, tu avais suggéré quelque chose de différent. Le commandement a pris une décision de commandement, ça va dire à voix de soi, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tu es ici pour nous parler. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus confrontant? C'est quoi ton déclencheur par rapport à cet événement-là? Je pense que c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, mon PTSD, l'autre fois, je te l'expliquais un petit peu, je n'ai pas un choc post-traumatique. Tu sais, j'ai un état de stress post-traumatique. C'est quoi la différence entre les deux? Un choc post-traumatique, l'autre jour, je faisais un petit scénario, tu vas à la banque, il y a un hold-up, tu te fais mettre un gun sur la tempe. Tu reviens chez vous après ça, tout s'est bien passé, mais tu n'es plus capable d'aller à la banque, tu as des reviviscences, des flashbacks, tu fais des cauchemars face à ça. Ça, c'est un choc post-traumatique. Un état de stress post-traumatique, c'est... Moi, quand je m'assis sur la chaise à mon psychologue, il dit « Fred, le scénario du choc post-traumatique, j'en ai 200 assis ici sur la chaise, là, mais il n'y en a pas un qu'on est capable d'identifier qu'il fait allumer la petite lumière, mais la petite lumière est tout allumée. » Fait qu'il y a quelque chose que mon cerveau aurait défini une certaine norme par rapport à l'adrénaline, par rapport aux rushs, par rapport à tout ça. Puis maintenant, il faut que je vive avec, que je suis tout le temps sur un high. Puis j'ai pas besoin d'être comme ça pour être un citoyen, entre guillemets, ordinaire. Fait que moi, je suis dans ça. Il y a des déclencheurs, des choses comme ça que je vis avec, mais l'événement qui est venu me chercher, ça a vraiment été joué sur mon sentiment de confiance envers whoever, peu importe envers qui le commandement. Ben, même dans ma vie de tous les jours. Tu sais, moi, il faut que j'aille un plan pour sortir de chez nous parce que je peux pas me fier à personne d'autre. Parce que même où ce que je pensais que à la guerre avec lui, c'est mon chum, c'est mon frère, ben, il m'a chié dans la pelle. Puis c'est lui qui est allé me porter dessus. T'sais. Fait que là aujourd'hui, je sors de chez nous, là, on fait quelque chose. Il faut que j'aille mon plan. Faut que je ne bois pas dans la vie parce que si je suis pas apte à prendre mon truck un soir puis il y a de quoi qui vire pas bien, là, et là j'angoisse. Moi, faut que je sois apte. Faut que tu sois toujours prêt à combattre. Oui, puis 5-6 scénarios d'avance, puis tu comprends? Parce que je peux pas me fier à quelqu'un d'autre qui a mon bac, qui a mon dos. Moi, je suis le même aujourd'hui, puis avec mon petit gars... Fait que tu l'as généralisé à l'ensemble des gens qui t'avaient confiance. Ouais. Puis le système d'alarme, il arrive rien, puis il est allumé. Ça sonne. Fait que moi, pour l'amenuire un peu, faut que je mette des tentacules partout. Je suis capable de me sortir de n'importe quoi. J'ai tout prévu. Puis si je suis pas capable de tout prévoir, faut que j'aie une aptitude à m'adapter. Là. C'est stéroïde. Tu as l'air très... tu as fait beaucoup d'introspection, bien entendu. Je pense que tu te connais très bien. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu t'habilles un peu en paramilitaire aussi, pour être prêt à intervenir s'il arrivait de quoi? Pas nécessairement, non. C'est juste le style? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup d'entre nous, des vétérans, qui ils ont un go bag, un sac prêt avec tout ce que tu as besoin pour de la survie? On en voit qui sont très habillés, plus que toi, bien entendu, de façon paramilitaire, justement, pour être prêt à
faire face à toute éventualité? Je pense que oui. Je t'ai déjà, je veux pas t'amener quelque part, mais je t'ai déjà entendu parler de ton besoin d'avoir des armes à feu, des choses comme ça. Ouais. J'ai dormi avec une arme pendant des années. J'ai passé par là, je vis encore certaines choses par rapport à ça. Oui, puis à un certain niveau, je pense qu'il y a un côté sain par rapport à ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la société d'aujourd'hui que si shit hits the fan, ils ne sauront même pas quoi faire. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un certain côté qui est sain, qui est normal d'avoir, de dire, OK, attends un peu, je peux prendre ma propre destinée en main si personne ne peut répondre de moi. Oui. Puis, bien souvent, je pense, dans la société, on n'est pas à grand-chose que tu décroches le téléphone, puis même si tu composes 911, il n'y a pas de son au bout. Il n'y a pas grand-chose. OK, pas de ressources pour ton problème. Peut-être que ça. C'est pas à moins que ça soit vie ou mort. Et puis, là, tu vas peut-être avoir des services. Mais qui arrive, même ça, un désastre naturel ou quelque chose, ça peut arriver. Là, il tombe la foudre sur un pylône, là, on n'a pas de téléphone pendant 5 jours. Oui, mais ma tante Thérèse, elle n'avait plus de pelule. Tu fais quoi? Quand il arrive des choses comme ça, c'est souvent, tu vois 2-3 voisins mieux préparés que les autres, là, qui aident tout le monde. Là. Fait que, c'est ça. Il y a un côté, je pense, qui est très sain puis qui se doit d'être fait. Puis en tant que vétéran, si tu ne l'es pas, je pense qu'il y a un petit bout de quelque chose que tu n'as pas compris à un certain niveau. Dépasser ça, y a-t-il un côté qu'on tombe dans l'excès? Puis est-ce que, mettons, moi personnellement ou d'autres de mes collègues, on est dans l'excès à 100%? Puis c'est là, je pense que le cheminement personnel, la thérapie, à être mature émotionnellement de ce côté-là aussi, vient rentrer en jeu de dire, j'en fais-tu trop? Si tu es capable de dire oui, c'est déjà un bon, tu sais, de le voir. Puis où est-ce que ça devient malsain, je pense, c'est ceux qui sont preppers, jusque dans le fond de leurs entrailles. On appelle ça en français prepper, survivaliste. Survivaliste, ouais. Survivaliste. Là, à un moment donné, OK, oui, il y a de l'excès. Puis il y en a qui font leur seconde carrière. Mais en même temps, j'ai tendance à dire qu'ils ne font pas de mal à personne. Non, c'est ça. De se préparer, puis j'ai même l'impression que c'est une façon de vivre pour certaines personnes. Oui. Puis, à chacun son dada aussi. Il y en a qui bâtissent des cabanes dans les arbres ou des whatever. Il y a beaucoup de nous autres qui s'en vont dans le bois. Premièrement, pour contrôler leur environnement puis d'avoir le moins de déclencheurs possible. Et j'ai tendance à dire, si tu es heureux, c'est ça qui est l'important. Puis si ça l'aide ton sentiment, puis tu continues à être très fonctionnel, puis la famille n'est pas affectée, je pense que c'est une recette qui peut être envisageable. C'est propre à chaque personne. Tu avais tellement, je vais dire, la baïonnette d'un dent depuis que tu es jeune. Avec l'expérience, tu as envisagé, une fois sorti de l'armée, et corrige-moi, avant même d'aller en psychothérapie? Tu as envisagé de devenir mercenaire. Oui. Donc, l'armée canadienne, tu ne rencontrais plus les règles universelles de service dues à ton diagnostic de PTSD. Oui. Et la blessure physique. On vient tous avec des blessures physiques, mais tu avais une blessure physique majeure aussi? OK, non. Donc, la synergie de toutes tes difficultés t'amène à prendre ta retraite. Mais dans toi, tu n'es pas prêt à prendre ta retraite. Non. Ce que tu as vécu est satisfaisant en mission? Non. Pourquoi tu veux t'en aller mercenaire à ce moment-là? Parce que je n'ai pas assez eu. Tu sais, j'ai pas vu encore le gros concret de. Tu aurais voulu avoir plus d'action. Faire voir l'effet comme tel. Tu sais. Puis j'ai tout le temps été aux premières loges. Mais en même temps, tu étais aux premières loges de quelqu'un qui aurait souhaité avoir de l'action. Ça aurait peut-être causé la perte de ta vie. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais comment je peux dire? Tu sais, dans un char, t'es 4 sur le terrain, tu sais, c'était pas gonner du monde. C'était pas ça que je voulais voir, mais je voulais vraiment en voir plus. Tu sais, je voulais... Pour moi, la guerre, c'était pas ça. Tu sais, j'ai pas eu l'impression de faire la guerre comme telle. Tu sais, puis j'étais assis d'un tank. Là, quand même. Ça a pété devant toi. Solide. Plusieurs fois. Tu sais, j'ai encore des séquelles de ça. Tu sais, tu m'amènes à me poser beaucoup de questions. Oui. Ben oui, parce que... J'ai envie de te demander, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble. S'il n'y a pas quelque chose que tu as vécu, même si tu dis, je n'ai pas assez vécu, que ce que tu as vécu était tellement satisfaisant que tu voulais le vivre encore. Tu comprends-tu? Des fois, on ignore à quel point l'état était satisfaisant, à quel point on pouvait se sentir, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, tu
pouvais te sentir puissant comme si tu étais... comment on appelle ça? Pas les Power Rangers, là, mais un G.I. Joe, Rambo. Un Avenger. Un Avenger, dans le fond. À un moment ou à un autre, certaines personnes ont vécu ce sentiment-là. Fait que des fois, je me demande si c'est pas cet état-là que tu essayais de reproduire une fois la carrière terminée. Malgré que tu n'es pas devenu mercenaire, tu as fait des démarches pour devenir mercenaire. Comment le... Ben, parle-moi de l'idée que tu veux devenir mercenaire, à qui t'en parles, puis comment tu réussis à trouver de l'information sur le sujet. Ben, au régiment, puis d'un force, on revenait de tour. Puis comme je t'expliquais l'autre fois, nous autres, la mission de combat, on était sur le terrain quand ça a été dit c'est terminé pour les Canadiens. Maintenant, on change de mandat, si on peut dire. Fait que là, on revient au pays, puis il n'y a plus de mission, il n'y a plus de déploiement. On s'en va où? On fait quoi? Ouais. C'est beau, là, on est blindé. Puis avec un tank, là, va pas me parquer à Valcartier là, d'une talle de sapin, puis après 3 jours me demander ils ont-tu des intentions hostiles. De toute façon, il ne resterait plus de sapin. On se comprend, là, le moment donné, c'est parce que... Puis là, moi, je suis arrivé au régiment, puis boum, let's go. Dans le concret tout de suite, puis j'ai eu la chance que ça aille vite, puis ça déboule dans ma carrière. Fait que là, à un moment donné... On fait quoi, là? Ça me tente pas pantoute, moi, de devenir vieux d'une tourelle à me faire mouiller dessus, puis que les bobos sortent, puis qu'il n'y a plus de concret, mon nanane, Fait que je voulais d'autres nananes. Je voulais plus de nananes. Puis on voyait les gars qui sortaient, puis souvent, ceux qui sortaient, on va reprendre le terme de tantôt, c'était pas les sauces. C'est tous les bons qui en voulaient plus. Là, le moment donné, le système, comme, OK, il y a trop de cerveau, là. Puis là, ça gronde. Là. Fait que là, il y en a un qui est parti médical. Il y en a un qui a changé de métier. Fait que là, tous les meilleurs du monde à qui t'étais, comme semblait vouloir quitter le navire. Ouais. Puis là, à un moment donné, OK, tu vas prendre une bière avec quelqu'un, puis hey, t'es rendu où? Hey, je suis rendu là, et puis tu devrais voir où est-ce qu'on s'en va, puis ce qu'on fait. Puis là, il y a quelque chose après, là. T'as peu? Puis là, tu fais comme, OK, ben moi, je suis encore dans ma chaîne, puis j'essaie de m'accrocher, puis tu sais, là, mais pourquoi? Non. Puis là, tu vois qu'il y a des avec nous autres. Il y a des expériences positives aussi en dehors, là. Mais là, l'armée, tu sais, un peu, excuse, mais là, tes avantages, on rentre tout là un peu en se disant, on est bien placé, puis c'est un bel carrière, puis tu sais. Là, tu fais comme, non, il y a d'autres choses. On vit pas riche, mais on vit en sécurité. Oui, c'est ça. Puis il y a un filet de sécurité, justement, en arrière. C'est sécurisant, justement. Là, tu fais comme, mais là, je vais me jeter dans le vide, c'est un peu incertain, je sais pas trop où aller, quoi faire. Puis là, tu fais comme, attends un peu, là, toi, t'es allé où, à qui t'as parlé? Puis là, tu sais, c'est des chums proches, fait que tu fais comme, fais-moi venir un pamphlet de documents de ci, de ça, puis c'est quoi qu'ils demandent, puis penses-tu que je fitterais? Ben, ouais, tu sais, puis là, tu fais comme, OK, j'ai le profil, là. Qu'est-ce que j'attends? Ouais. Puis là, moi, à l'époque, ben là, j'étais avec une fille qui, elle, avait 2 enfants, puis là, la maison, puis tout ça. Puis là, elle aussi disait, tu t'en irais là. Puis j'ai j'ai mis ça de côté sur le bureau, puis là, de fil en aiguille, puis tout ça. Puis là, le PTSD commençait à grandir dans la phase de déni, si on peut dire. Commençait à grandir plus, prendre plus de place. À un moment donné, cette relation-là tombe à l'eau parce que, honnêtement, j'étais un envie de chier rendu là. Puis je me cherchais. Puis quand elle est partie, ben là, moi, je me suis retrouvé à côté ici dans tous les paiements. Puis j'ai dit, je vends tout, puis je décrisse. Puis quand je suis parti, ben là, un coup, sur la route, j'y ai pensé une couple de fois. Puis je suis allé virer en Alberta, voir les gars, ces pipelines. Puis tu les voyais ressortir le soir, le blasé, le blême. Tu sais, les gars, oui, OK, ils font de l'argent. C'était pas aussi beau qu'on te l'avait vendu. Pas tant, tu sais. Puis tu sais... En tout cas, puis tout ça fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait, sais-tu, je pense que je vais virer hippie un peu, là, puis je vais continuer mon voyage, puis je vais voir comment ça va. Puis de fil en aiguille, ben, ça a juste sorti de l'idée, puis je l'ai pas fait concrètement, tu sais. Mais il y a été une époque... Mais tu as des amis qui ont servi. Oui, puis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ouais. Écoute, j'ai envie qu'on parle de ton nouveau projet. Parce qu'aujourd'hui, tu as un enfant de 3 ans et demi. Tu as fait beaucoup de croissance personnelle. Des fois, ça peut être confrontant pour les autres de faire de la croissance personnelle. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Puis il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, tantôt, on parlait du dating. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont essayé de composer avec des militaires qui ont un PTSD dans les premières années qu'on est revenu après l'Afghanistan. Puis que là, c'était l'époque où on découvrait le 2e étage. Puis là, t'en veux-tu des gars violents, des gars dans la boisson, des gars qui se comprennent pas, des gars drogués sur 12 médicaments. Puis là, les femmes se sont comme fait « Hey, non, plus jamais. Puis là, la mentalité de monde qui ont comme cheminé, qui sont rendus ailleurs, est comme pas encore arrivée. Là, t'sais. Fait que je pense que oui, il y a... J'ai perdu ce qu'on s'en allait. Mais je sais que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Oui, ça. Tu as développé un OBNL, un organisme à but non lucratif. Tu souhaites
redonner à la communauté, continuer à servir d'une façon différente. Oui. Tu le fais avec l'acquisition d'un terrain. Tu as acquis un terrain personnel et tu as développé le projet autour de ça. Oui. En collaboration avec une chaîne médiatique, tu veux mettre au monde, je veux dire, un safe space, un endroit où c'est que les vétérans peuvent se retrouver pour 3 aspects en particulier. Tu veux-tu nous en parler? Oui, en fait, pour commencer avec la chaîne médiatique, c'est moi qui l'ai créé aussi. Okay. Puis dans ma thérapie... Ça s'appelle Remedy Rights. Remedy Rights. Ça, c'est ton véhicule de communication. Oui, c'est ça. Puis ça vient directement de ma thérapie, de mon cheminement personnel. Je travaillais très fort sur moi-même. Mon fils est un vecteur de vie. C'est lui qui m'a sauvé la vie, honnêtement. C'est pas pour faire un cliché. À tous les jours, je me lève pour lui. Puis c'est pour lui que je fonce puis que je vais être un exemple. T'sais. Mais quand mon petit est chez sa mère, il me manquait quelque chose. Puis là, je me rends compte que je retombais à petite dose, à minute qu'il n'était pas là. Puis le matin, quand je me levais, il fallait que j'aille le chercher. Je vivais cette journée-là. Puis là, je me suis dit, ça me prend mon ananas, ça me prend quelque chose pour moi. Fait qu'il te gardait dans le moment présent. Oui. Puis c'est vraiment un ancrage. Puis c'est pour ça que je vais avoir un chien de service prochainement aussi. C'est juste pour m'ancrer dans le présent puis d'arrêter mes 28 000 scénarios pour être capable de faire un pas en avant. C'est un gros outil de thérapie, mais mon fils l'est, puis je veux pas y mettre la charge sur lui. Fait que ça me prenait quelque chose de quand il n'est pas là pour moi. Parce qu'avec un PTSD, souvent, tu sors de chez vous et tu as un masque d'en face. Tu as beau dire ce que tu veux, tu as un masque d'en face, puis quand tu reviens chez vous, tu enlèves ton masque, puis tu es toi-même. Puis je me suis dit, ça me prend quelque chose quand je suis tout seul pour avoir un ananas. Puis là, c'est là que j'ai parti mes vidéos YouTube que je fais avec mon petit garçon, puis je veux faire grossir ça. Mais ça va être le média de l'OBNL. Puis pour en venir à l'OBNL, ça, c'est pour les vétérans. C'est mon initiative. J'ai acheté un terrain, une terre, puis je veux créer, on va dire, un camping communautaire. Mais il va y avoir de l'hébergement style auberge jeunesse. Puis en bas, tout est communautaire, dans le grand hall, si on peut dire. Il va y avoir une grosse cuisine sur feu de braise, il va y avoir un gros foyer au feu de bois avec comme un gros lounge, puis il va y avoir un genre de bar où le monde amène leur consommation, mais les installations sont là. C'est au lieu d'aller en camping avec plein de monde que tu connais pas de la communauté, puis être un peu la bébite bizarre que les autres, faut qu'ils expliquent, genre, hey, j'ai invité un tel, lui, tu sais, non, viens-t'en, puis on est tous des gars pareils, ou femmes, là, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas pareil, mais on est tous des bizarres. Ben, on se comprend dans ce qu'on se dit, mettons. Puis t'as pas besoin de mettre un masque. Puis tu sais, souvent, tu t'en vas faire une activité, tu fais comme moi, j'ai un background un peu atypique, je vais essayer de me plier à la foule autour de moi pour bien passer. Mais là, si on s'en va là, puis on fait profiter tout le monde de notre bagage, nos skills, qui qu'on est devenu, puis à un moment donné, un tel, on va se mettre une main sur l'épaule, puis on va se soutenir dans nos défis, puis dans nos succès aussi. Puis c'est vraiment un lieu pour... Ça, c'est Remedy Acres, puis c'est un lieu de ressourcement et d'aventure. Je vais juste montrer rapidement aux gens le petit logo. Si vous faites la recherche sur Internet. Si vous voulez me contacter, remedyacres@gmail.com. Sinon, page Facebook, puis je viens de lancer la chaîne YouTube. Les gens vont pouvoir suivre le développement. Comme je disais, on est au tout début. On a été... Ta volonté, c'est pas d'encadrer les gens. C'est que les gens soient sur les lieux, mais de façon... complètement autonome, sans être supervisé, encadré, ou que quoi que ce soit leur soit imposé. Oui, c'est ça. Tu veux venir en camping, tu veux venir dans une confrérie, une camaraderie, une fratrie, puis retrouver du monde qui sont mindés comme toi, puis que tu parles le même langage. Puis c'est pas juste aux vétérans militaires, c'est à tous ceux qui ont servi la collectivité en uniforme. Je pense à policiers, pompiers, gardiens de prison, search and rescue. OK, fait que tu ouvres ça à tous les premiers répondants. Oui, il y a une éthique qu'on partage. En premier lieu, moi, mon parcours, mon background, j'ai été militaire, je suis kaki jusqu'au cœur. Fait que ma niche 1, c'est ces gens-là. Mais le restant, là, tous les vétérans qu'on sort, on a besoin de faire une transition à la vie civile. Puis tôt ou tard, il va falloir composer dans cette société-là, dans cette communauté-là. Fait qu'au lieu de dire, moi, je suis un vétéran, puis essayer de l'expliquer en 3 lignes sur un CV, là, on va se faire un scénario un peu loufoque, là, mais amène ton gérant de Home Depot passer une fin de semaine au camping avec toi, là, puis prends une bière avec au bord du feu, il va voir t'es qui pour vrai. Ben, c'est de quoi de même que je veux, puis je veux pas juste faire une secte vétéran, puis tu sais que c'est fermé encore, puis qu'on est encore dans l'ombre, puis eux autres, c'est un peu comme un parallèle boiteux, mais chevaliers de colons, là. On sait jamais trop ce qu'ils font, puis c'est un peu... Mais je veux pas faire ça. Je veux que ouvert à la famille?
Oui, très certainement. Tu veux venir avec tes kids une fin de semaine en camping. C'est important, je pense que... Puis c'est des choses avec lesquelles j'ai pas beaucoup grandi dans les forces. Là, c'est les familles étaient souvent... Oui, des fois, on organisait des événements avec les familles, mais les familles n'étaient pas vraiment intégrées. Ouais. Quand je suis rentré dans la Légion, j'ai vu rapidement que les familles non plus n'étaient pas nécessairement... C'était pas structuré pour accueillir les familles puis que les enfants aient du plaisir. Là. L'important, c'est qu'on vende bien de la bière pour être capable de rentrer de l'argent dans les coffres. Tant mieux s'il y a des initiatives qui offrent des choses différentes. Ouais. De plus en plus aussi, des organisations comme la tienne qui servent les vétérans et les premiers répondants vont enlever tout ce qui est protocole aussi, parce qu'il y en a beaucoup de nous qui ont de la difficulté avec le protocole, l'encadrement, les saluts, les médailles, tout ce qui encadre ça. Et ça peut changer, évoluer au cours du rétablissement de tous et chacun. Je vais dire ça comme ça. Tu avais l'objectif aussi peut-être de démarrer un club automobile. Je vais le dire comme ça entre guillemets parce que beaucoup de gens ont connu les clubs automobiles, mais tu souhaiterais mettre de l'avant un club qui, de façon collective, montrait des véhicules pour faire des petites courses. Un peu, tu me parlais de courses de tracteurs. Ouais. Présentement, c'est le concept va chercher le côté humain de la chose. Il y a beaucoup de vétérans qui ont besoin de dire « je vais aller relaxer, je vais aller me ressourcer, je veux amener mes enfants passer un moment de qualité où ce que je peux être un modèle, bien, ça va être la place pour faire ça. » Mais il y a aussi une gamme de vétérans dans la nouvelle génération, puis peut-être d'autres générations aussi, qui se disent « Non, moi, quand ça va pas, je m'en vais dans le cabanon, sors la motosport, j'ai besoin de mon rush d'adrénaline. » Il y en a d'autres qui vont aller sauter en parachute ou quelque chose. Il y a cette gamme de monde-là aussi dans l'OBNL que je vais aller chercher, puis de dire « Moi, je vais monter une équipe de course. » Fait que là, au lieu d'être tout seul chez vous, peu importe, tu vas avoir ton rush d'adrénaline. Tu n'es pas obligé d'être pilote, là, mais d'être toute la semaine avec 4-5 gars ou filles. Tu peux être à côté sur le bord du mur avec un café puis jaser aux boys. Oui. Puis, tu sais, il y en a un qui joue du ratchet dans le coin. Puis, comme je disais en joke la semaine passée, je disais, si on starte avec des tracteurs à gazon sur un ovale, on startera avec ça. Ouais. Moi, je le voyais très bien. Écoute, puis quand on se l'est dit, j'aurais écouté notre podcast en rediffusion. Puis, tout de suite, quand on s'en est parlé, je t'ai vu t'illuminer. Le redneck va être là. Mais tu sais, ça, cet effet-là, c'est exactement ce que je veux créer. Ouais. Puis après ça, si on a des bourses, puis il y a du monde, hey, c'est trippant ce que vous faites, les boys, vous avez une belle éthique, vous êtes douettes, puis vous prenez ça à cœur, puis que là, on a des sponsors, des affaires, ça montera. Mais au départ, moi, je le fais pour le côté humain, pareil que le camping. Si on finit avec juste des chalets locatifs que les vétérans ne payent pas, puis ça vaut 2 millions le site, bien, ça vaudra ça. Mais pour tout de suite, on a des corans en gravel, amène ta tente, on tripe. C'est le côté humain derrière toute cette patente-là que je vais aller chercher pour moi. J'en ai besoin, mais pour tout le monde dans la communauté aussi. Tu as besoin de bénévoles? 100%. OK. Donc, les gens te contactent? Oui. Facebook, YouTube, Remedy Rides, c'est présentement là-dessus à 100% que je suis sur Facebook. Remedy Rides, le canal de communication, la chaîne YouTube, Remedy Acres, ton futur projet. En fait, déjà... C'est une couple d'années de travailler sur le terrain. Hein. C'est pas quelque chose qui est dans les airs. Là. Concrètement, tu travailles toutes les semaines là-dessus. Oui. Merci pour ce que tu fais. Merci d'offrir quelque chose de différent à la communauté. Je te souhaite du succès. Merci pour ton service. Merci d'être venu sur le Soundcheck Podcast Studio parler de ta carrière militaire. J'ai énormément apprécié, surtout que des tankers, j'en ai pas reçu des tonnes. Vous êtes rares, donc vos expériences, vos témoignages vaut de l'or. Merci pour ça. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast Studio, pour tous les épisodes intégral, gratuits. Un jour, je vais apprendre c'est quoi le bon mot de vocabulaire. Sachez qu'on a de la marchandise à vendre, de la merch qu'on appelle. J'ai des chandails du Soundcheck Podcast. J'ai des casquettes aux couleurs du Soundcheck Podcast, bien entendu. Abonnez-vous aussi. Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau humoriste pour plus de contenu et d'exclusivité. Merci de faire ça avec nous. Merci d'humaniser ces hommes et ces femmes-là qui font le choix du service. Sur ça, je vous souhaite... je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre Soundcheck Podcast Studio. Ciao!